Alors, apparemment, je vais commencer en disant que on est désolé de parler de quelque chose qui fâche un peu. L'industrie va mal dans toute l'Europe. Ça n'est malheureusement un secret pour personne. Si vous avez lu dernièrement, évidemment, on est particulièrement sensible à ce sujet, le Parlement européen s'est alarmé récemment des conséquences à court terme des politiques de réduction des gaz à effet de serre et des risques sur la compétitivité de certains secteurs industriels. 10 pays de l'Union sur 27 ont activé le premier niveau d'alerte sur l'approvisionnement en gaz. C'est ce qu'a déclaré Frans Timmermans dernièrement, le commissaire responsable de la politique climatique du bloc, ce qui crée un malaise. Alors, on en a parlé avec Pierre Gattaz. On ne va pas parler des conséquences de la crise ukrainienne, ou en tous les cas, si on en parle, ce n'est pas le sujet central de l'exposé d'aujourd'hui, pas parce que ça ne nous intéresse pas, mais essentiellement parce qu'on trouve que c'est un peu tôt pour évaluer les conséquences d'une guerre qui est en cours, dont on connaît certains effets, mais pas tous les effets, puisqu'on ne connaît pas la durée de la guerre. Donc on va parler d'industrie. Depuis les années 70, la tertiarisation de l'économie, et je pense que Pierre Gattaz vous en parlera parce que c'est très important, la robotisation, les délocalisations, la faible compétitivité des coûts salariaux ont entraîné de multiples fermetures d'usines, un grand malaise social et la perte de millions d'emplois qu'on n'a pas su encore compenser. On verra tout à l'heure qu'il y a quand même des espoirs. En France, la part de l'industrie dans le PIB est passée dernièrement sous les 10%. À la suite, alors c'est pas moi qui parle, c'est Nicolas Dufourcq, le directeur de la BPI. Il a dit il a écrit que c'était à la suite d'erreurs gigantesques. On va les illustrer, ces erreurs gigantesques, tout à l'heure. Notre balance commerciale en est l'illustration, puisque ça s'est assorti aussi d'une concurrence étrangère des produits fabriqués dans les pays hors Union européenne, qui a eu raison de certaines industries traditionnelles françaises. L'euro devait pousser à la rigueur. Je pense qu'il faut reconnaître que ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre la crise de 2008 pour qu'on prenne conscience de la menace, trop tardivement, tant la couche des expériences idéologiques coûteuses était épaisse, et qu'on aide enfin les entreprises industrielles à investir massivement dans l'innovation, le CICE, pendant que l'Allemagne, elle, livrait à jet continu des machines-outils à la Chine, devenue depuis peu de temps membre de l'OMC. Alors, cher Pierre Gattaz, vous avez fondé la Fondation de l'industrie dès 2011 pour réfléchir à ces questions, justement. Vous êtes un industriel vous-même, puisque vous êtes le président du directoire de l'entreprise familiale de composants électroniques Radial, que je connais bien parce que j'étais en poste à Grenoble. Vous avez occupé le poste de président du MEDEF pendant 5 ans et vous allez quitter dans quelques jours la présidence de Business Europe, une confédération patronale européenne basée à Bruxelles qui défend les intérêts des entreprises privées auprès de l'Union européenne.
personne n'est mieux placé que vous pour parler de l'avenir de l'industrie en Europe et nous donner des raisons d'espérer à nouveau, d'y croire, voilà. Je vous remercie d'avoir accepté ce soir de rencontrer les adhérents de nos deux associations, donc le Mouvement européen Paris et la Société d'encouragement à l'industrie nationale, qui, toutes les deux, ont un intérêt particulier pour ce sujet. Après votre introduction, nous vous poserons quelques questions, puis nous passerons la parole à la salle avant de vous donner l'occasion de dédicacer votre dernier livre. Voilà, donc je vous passe la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ravi d'être avec vous. Merci à M. Dumond pour cet exposé, cette introduction. Alors, je vais faire sans doute 20 à 30 minutes d'exposé en essayant de ne pas vous lasser. Et puis après, on rentrera dans toutes les questions que vous avez. Je vais commencer par un petit connecteur qui est quelque chose de très important pour moi. C'est un connecteur radial qui est fabriqué à Château-Renaud. Je ne suis pas venu avec une tour Eiffel d'allumettes, vous voyez, mais avec un connecteur qui est fabriqué en France, que je fais depuis une quarantaine d'années. Je suis rentré à Radial en 92, entreprise familiale. Et dans ce petit connecteur qui connecte des câbles, de la fibre optique, des connecteurs coaxiaux, ça fait vivre 400 personnes dans l'usine de Château-Renaud, Indre-et-Loire. Nous sommes le premier employeur de Château-Renaud. Vous savez tous que l'industrie, quand vous avez 400 personnes dans une usine, vous avez au moins le double d'emplois indirects, la maintenance, le gardiennage, la sécurité, etc. Et vous pouvez encore rajouter 400 personnes de centre-ville, de commerce, de transport, d'hôtel. Bon, grosso modo, 400 personnes dans l'industrie, ça fait vivre globalement 1200 à 1500 personnes. Alors, donc, nous fabriquons ça à Château-Renaud. J'ai 10 usines actuellement en France. J'ai 5 usines en France de Radial. Il y en a 10 dans le monde entier. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir gardé mes 4 usines françaises et d'en avoir rajouté une dans ces 30 dernières années, 40 dernières années, que j'appelle les 40 piteuses, parce que j'ai vu, si vous voulez, tous mes concurrents de Radial partir de France. Alors, moi, je me suis accroché au bastingage. J'avais 20 concurrents en France, j'en avais 30 en Allemagne. Les 20 concurrents ont vendu leur entreprise au fur et à mesure. Et les 30 concurrents allemands sont toujours là, sont toujours présents, sont toujours des boîtes familiales, sont 3 à 4 fois plus grosses, elles exportent dans le monde entier et elles font la réussite incontestable de l'Allemagne. Je vous dis ça parce que c'est le fondement de mes convictions profondes et de tous les combats que j'ai menés dans ma vie. D'abord avec Radial, en gardant mes équipes sur place en France, et donc en essayant de monter en gamme, en essayant de résister à ces contraintes fiscales et sociales, parce qu'il faut mettre tout de suite les pieds dans le plat, qui, depuis 40 ans, ont été gérées de façon totalement dogmatique et idéologique. Alors, je vous le dis d'autant plus franchement que sur ce combat-là, j'ai donc été élu au MEDEF. J'ai été président de fédération de composants électroniques, de la FIEC, du GFI, groupe des fédérations industrielles, puis du MEDEF en 2013 jusqu'à 2018. Puis ils m'ont élu président du patronat européen qui s'appelle Business Europe. Et en 2018, j'ai acheté un domaine vinicole dans le Luberon, on dit, où j'ai créé 9 emplois. Donc, si vous voulez, mes capteurs de base, c'est Radial, c'est le MEDEF où je rencontrais des centaines de chefs d'entreprise pendant 5 ans de toute origine, de toute taille. C'est le MEDEF européen qui m'a permis de rencontrer des dizaines de chefs d'entreprise par semaine de tout pays. Et c'est ma TPE du Luberon qui est une start-up. Et si vous voulez, en rentrant dans l'âge et dans l'expérience, je sais, alors c'est beaucoup d'arrogance de ma part, je sais exactement ce qui n'a pas marché en France et je sais absolument ce qu'il faut faire. Alors, je vais rapidement vous dire ce qui s'est passé pour Radial. Donc en 92, j'arrive, une crise du mur de Berlin qui a affaissé les marchés de Radial dans le militaire, etc. J'ai repositionné vers les télécoms, j'ai repositionné vers les États-Unis. En 2001, alors on a fait une décennie formidable dans les télécoms. Et en 2001, il y a eu cette fameuse crise, l'explosion de la bulle Internet et la bulle des télécoms, qui fait que j'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires en 2 ans.
Et j'ai mis presque 2 ans à me restructurer. Presque 2 ans à me restructurer. 18 mois. Livre 4, livre 3. On est dans les médias, les syndicalistes vent debout. Vous êtes en France. Pendant ce temps-là, mes concurrents américains, en 3 semaines, c'était fait. Mes concurrents allemands, en 3 mois, c'était fait, etc. Donc, au bout d'une épreuve pareille, ou de 18 mois, vous vous restructurez, pas méchamment en plus. Vraiment, on se restructure un peu en faisant toujours très attention aux hommes et aux femmes qu'on a, en leur donnant des possibilités de rebond, des coachs, des outplacements, etc. Mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes mort. Donc, il faut le faire. Et au bout de 18 mois de galère, je me suis dit, jamais plus j'embaucherai en France. Jamais plus. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Le marché est un marché qui va se mondialiser, qui s'était mondialisé. Dans les composants électroniques, vous avez 30% de croissance en 2 ans, vous faites moins 30% en 2 ans après, vous êtes sur des dentiers et tous les marchés sont comme ça. Et donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous ajuster vite et bien, vous êtes mort. Et je me souviens avoir, pendant quelques jours, quelques semaines, pensé, jamais plus j'embaucherai en France, jamais plus. Et je vais me mettre partout au Maroc, en Chine, etc. Puis je baisse ça à la voiture. Et je me suis dit, si tous les patrons raisonnent comme ça, on ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et donc, je me suis dit, bon, allez, on va se battre. Donc, j'ai commencé à créer une fédération des industries électroniques et numériques, puis la FIEC, comme je l'ai dit, etc. Et on s'est battu pour essayer d'expliquer à nos politiques principalement, mais ce que c'est que l'entreprise et que l'économie, et que la microéconomie, et que la macroéconomie, et la mondialisation. Et en fait, c'est très très dur parce que culturellement, et c'est un des travers de la France qui est un pays formidable, un pays où on a inventé des tas de choses dans l'industrie. On a été géniaux pendant 150 ans sans doute. On a tout inventé, la voiture, le cinéma, une partie de l'aéronautique. Enfin, c'est incroyable le nombre d'inventions que les Français ont dans leur patrimoine, si vous voulez. Et c'est incroyable l'idéologie politique qui vous amène à fuir la France quand vous êtes un patron pendant 40 ans. Je le dis crûment parce que, si vous voulez, cette colère sourde que j'ai encore en moi m'a fait arriver au MEDEF. Et au MEDEF, je me suis dit, bon, François Hollande avait un programme formidable, on va taxer les riches à 75%, on va mettre des taxes dans tous les sens, on va taxer le BE, l'excédent brut d'exploitation, etc., etc. Bon, ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Hein. Mais ça fait le tour du monde. Je me souviens qu'un Chinois de Shanghai, quand j'ai été élu au MEDEF, que je rencontrais régulièrement, m'a dit, Pierre... j'ai entendu, alors la France, pour moi, c'est 2 chiffres. C'est 35 et 75. Ah bon? Ah oui, bah c'est 35 heures par semaine au travail et c'est 75% de taxation sur les riches. Et vous voyez, alors, des trucs comme ça, si vous voulez, vous avez peur. Parce qu'il faut savoir que ces symboles, qu'ils soient négatifs ou positifs, font le tour du monde. Et quand je vais voir des expatriés, pendant 5 ans, j'ai beaucoup tourné, je voyais et je rencontrais des Français expatriés qui me disaient mais on rase les murs. Avec le programme qu'on a sous le coude, ils n'ont rien compris, on rase les murs. Et donc j'étais dans un MEDEF de combat pour la croissance et pour l'emploi, mais je me suis dit comment on va faire bouger les lignes. Et c'est là où j'ai inventé ce petit pins 1 million d'emplois dont je suis extrêmement fier, pour expliquer à nos compatriotes et aux politiques, aux journalistes, que c'est nous qui créons l'emploi, les boîtes privées en général, et on peut créer 1 million d'emplois. On était à l'époque à 10% de chômage, c'est-à-dire on pouvait descendre à 8% si on faisait 4 blocs de réformes. Fiscale, sociale, simplification, apprentissage, alternance. Alors pourquoi ces 4 blocs de réformes? Parce que pendant un certain temps, et moi le premier, je voyais, quand j'étais au MEDEF, encore une fois, des dizaines, parfois des centaines de chefs d'entreprise par semaine. J'allais à Metz, à Reims, à Brest, à Angers. Je ne restais pas dans le 6e arrondissement, même si j'y allais de temps en temps. Mais j'allais voir les gens qui étaient sur le terrain et je leur posais la question systématiquement, mais pourquoi vous n'embauchez pas? Monsieur l'électricien, monsieur le plombier, on vous attend 6 mois, 1 an, pourquoi vous n'embauchez pas? 4 types de réponses systématiques. Première chose, non, j'ai déjà eu 2 salariés, j'ai eu 2 prud'hommes, ça m'a coûté 50 000 €, j'arrête. Je suis tout seul avec ma fille, avec ma femme, ça va très très bien, j'aurai plus de salariés. Trop compliqué, trop cher, c'est la roulette russe. Bon, première réponse. Deuxième réponse, la fiscalité. La fiscalité, ah non, moi j'embauche pas, on a des charges de fou, des charges sur le coût du travail d'une part, et on a des charges, des impôts de production, etc. d'autre part. Donc moi, je préfère rester petit, j'embauche pas. Pour cette raison-là, on est devenu fou, on a un niveau de charge de folie, et il faut régler ça. Alors, je reviendrai sur les solutions. Troisième réponse,
Ah non, moi je n'ai pas trop peur d'embaucher, etc. Mais moi je passe tous mes matins à remplir de la papasserie. Il faut que je réponde à l'URSSAF, il faut que je réponde à France Agrimaire, il faut que je réponde à la SAFER, il faut que je réponde à ceci, à cela. Ils sont devenus fous. Et avant, j'allais voir mes clients, mes fournisseurs. Maintenant, je passe tous les matins ou une partie de matinée à remplir des papiers, etc. C'est de la folie. La complexité administrative et réglementaire est devenue folle. Et quatrième type de réponse des patrons, j'ai pas peur d'embaucher, la fiscalité, ça me gêne pas trop. Bon, ce serait bien s'il y avait moins d'impôts, etc. Bon, mais je n'arrive pas à trouver les gens. Je suis prêt à embaucher, mais je n'arrive pas à trouver. Et ça, c'est assez marrant, c'est que encore actuellement, ce quatrième point est là, très présent. Les patrons n'arrivent pas à trouver de compétences. Alors, fort de ces 4 choses qui me revenaient systématiquement et dont je décris dans ce livre, j'ai essayé de comprendre un peu mieux cette problématique que j'avais en intuition au fond de moi à Radial, parce que j'ai les mêmes problèmes. J'avais les mêmes problèmes. Et donc, j'ai proposé des réformes à Jean-Marc Ayrault, au départ, à Manuel Valls, puis à Emmanuel Macron. Ils m'ont écouté, en partie, puisqu'ils ont inventé le CICE, qui est le crédit impôt compétitivité emploi, qui a permis de passer les charges de 40 milliards. Alors, sur le SMIC et proche du SMIC, mais pas ailleurs, malheureusement. Je vous raconterai une anecdote, c'est quand j'ai acheté ce domaine viticole dans le Luberon, une des propriétaires précédentes payait en cash une partie des salariés. Bon, 15 € l'heure, boum, ça sortait les bifetons, et hop, on payait allègrement. J'ai dit, écoutez, président du MEDEF, c'est un petit peu compliqué de faire ça, donc j'ai affaire que je vais vous déclarer. Ça, je vais déclarer tout le monde, là, je ne peux pas faire autrement. Alors je me suis dit, bon, 15 €, ça va me coûter 20, ou bon, ça coûte 30. Ça coûte 28 exactement, plus intérimaire, parce que je suis très saisonnier, donc vous êtes à 30 €. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, le CICE, etc. Ben oui, le SMIC est à 8 € et quelques, donc vous payez 11 ou 12 chargés bruts, mais au-delà du SMIC, dès que vous franchissez les 10, 12, 15 €, vous n'êtes plus dans le SMIC. Et là, vous tapez à 100% de charge. Ce que j'ai écrit encore dans mon petit bouquin, c'est que j'ai fait une petite comparaison des pays. Alors, américains, ils sont pour 100 € net, c'est 115, chargés bruts. Les Anglais sont à 125. Bon, les salariés ont beaucoup de choses à payer par ailleurs, donc on ne peut pas vraiment comparer. Puis après, vous arrivez sur les Espagnols, Allemands, Belges. Ils sont 135, 145, 165. Et nous, à 186 exactement. Donc, on est les plus chers en termes de charges sur le coût du travail. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quoi ce sandwich de charges que nous avons? Pour résumer, pour simplifier, parce que c'est très complexe, hein. Vous avez le bloc retraite, le bloc assurance chômage et le bloc prévoyance, maladie, santé. J'ai proposé encore dans ce livre et récemment au fait que ce sandwich est trop élevé, il faut le réduire, il faut bien sûr travailler à 65 ans, sachant que tous les pays que vous citez sont à 65 ans. On serait le seul petit Français le plus fort du monde à travailler à 60 ans. Il faut le dire, et je ne comprends pas que les gens ne le disent pas d'ailleurs. Tous les pays européens sont à 65 ans. Et certains sont en train de réfléchir de bosser à 67 ans. Bon, donc sur ce sujet-là, vous réduisez de 15 ou 20 milliards la note, qui va directement dans le coût du travail d'ailleurs, qui vous permet, par ces artifices-là, non pas de prendre toute la baisse du coût du travail pour vous, mais d'en donner 3/4 aux salariés. Parce que je pense que si on réduit donc le bloc retraite, l'assurance chômage qui est très généreuse aujourd'hui, et la santé maladie qui est liée à un problème français que j'exposerai tout à l'heure, le système hospitalier, le système public actuellement n'est pas géré, pas managé, comme nous le faisons dans nos entreprises, eh bien vous pouvez réduire peut-être de passer de 186 à 150, qui serait la moyenne européenne, et vous donner les 3/4 à vos salariés. C'est ça que je pense qu'il faut faire, de telle façon à ce qu'ils soient contents, que les charges baissent, et on leur redonne du cash, on leur donne du pouvoir d'achat, par ce biais-là. Donc ça, c'est le coût du travail et la complexité. Alors, j'ai fait des tas de propositions à Jean-Marc Ayrault et à Manuel Valls, qui a fait la loi El Khomri sur le travail, qui avait tout dedans dans la version 1, qui malheureusement a été, je dirais, édulcorée au fur et à mesure des grèves, des blocages, etc., et qui fait que la version 6 ou 7 n'avait plus rien à voir avec la version 0. Mais le verre était dans le fruit, et lorsque Emmanuel Macron a été élu,
J'avais bien sûr beaucoup travaillé la copie sur le sujet, et il est arrivé avec, on supprime les pénibilités qui étaient une usine à gaz, on plafonne les prud'hommes qui étaient demandés par notamment les TPE et les PME en France, on lisse les seuils notamment de 49 personnes, car il faut savoir, les statistiques en France du nombre d'entreprises à 49 personnes, elles sont dingues. J'ai vu plein de patrons qui, plutôt que de franchir la barre des 50 et d'avoir 4 organismes du personnel, ont plusieurs entreprises bloquées à 49. Ça j'en ai vu plein. Ah non, moi je passe pas à 50, c'est l'horreur. Alors, comité d'entreprise, CHSCT, délégué du personnel, etc. Et ça, quand je vous expliquais ça sur France Info ou sur les journaux, ou quand vous allez voir des députés, ils vous prennent pour un grand Satan. Vous êtes un grand Satan, vous ne faites pas attention aux gens, vous voulez réduire le code du travail. Mais on dit, mais non, on est les gens les plus bienveillants de la Terre. Venez, on a gardé les usines en France, on se bat pour eux, on se bat pour nos hommes et pour nos femmes. On se bat pour qu'ils soient heureux dans nos boîtes. C'est pas de l'esclavagisme qu'on fait dans l'industrie, dans les usines. C'est juste normal. Mais si vous nous mettez des couches de complexité, 3600 pages de code du travail, alors j'étais le seul à dire ça encore aujourd'hui, si vous voulez. Le code du travail suisse, c'est 60 pages. Et c'est pas la révolution permanente en Suisse. C'est pas la révolution. Ils se démerdent. Il y a un dialogue social de folie qui marche extrêmement bien. Alors les Suisses sont très raisonnables. Par une votation, ils ont pas accepté la 6e semaine de congé. Et votation, on fait voter le peuple. Ils ont dit non, nous on bosse, la 6e semaine de congé, on va pas devenir comme les Français. Il y a des gens raisonnables. Bon voilà, c'est eux qui votent, c'est le peuple qui vote. Ils votent, voilà. Et un autre Suisse m'a dit l'autre jour, M. Gattaz, en France, vous avez un supermarché par village. Eh ben nous, on a une usine par village en Suisse. Et là, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Nous, en effet, consommateurs, chômeurs. Et eux, travailleurs, pas chômeurs. 2,5% de chômage en Suisse, y compris des jeunes. 25% du PIB industriel en Suisse. Nous sommes descendus à 12%, ce qui est un scandale absolu. Alors je continue. Donc, tout ce qui est social, il faut le simplifier. El Khomri, Valls ont commencé à le faire. Emmanuel Macron a continué de le faire par les lois Pénicaud, l'ordonnance Pénicaud. Ça va vraiment dans le bon sens. Il y a encore plein de choses à faire, mais il y a une chose qui s'est passée. Deuxième chose, la fiscalité. Emmanuel Macron a supprimé l'ISF, a mis la flat tax. Alors l'ISF, c'est pareil, si vous voulez. Vous parlez de la suppression de l'ISF sur France Info le matin ou sur France Inter. Mais vous êtes plus qu'un Satan. Vous en avez pour 2 mois à vous remettre d'un combat médiatique. Pourquoi l'ISF, je vous en parle? Parce que les boîtes qui ont été créées après la guerre par des ingénieurs ou des techniciens, ils ont leur patrimoine dans la boîte. Vous arrivez en 83, François Mitterrand, boum, ça ne s'appelait pas l'ISF, ça va être un autre nom. Et pendant 20 ans, il y a eu une taxation qui a été mise en œuvre, et je l'ai vu, qui ont complètement démotivé des gens qui avaient un patrimoine industriel, et qui fait qu'ils sont tous partis. J'ai les noms, j'ai eu des listes de gens qui ont vendu leur boîte et qui sont partis, qui sont aujourd'hui autour du lac Léman. C'est un scandale absolu. Donc il y a eu les lois Dutreil, heureusement en 2006 ou en 2003, qui ont été mises en œuvre et qui a permis de réduire le fardeau, si vous voulez. Mais vous voyez, ce sont des mesures comme ça qui font que vous mettez 30 ans à créer une boîte, à vous battre, et vous mettez 3 heures à partir. C'est ça l'industrie française. Je suis désolé, c'est brutal ce que je dis, mais c'est exactement ça. Ras-le-bol. Hop. Et je suis passé dans des phases comme ça dans ma carrière pour Radial. Et ben à chaque fois j'ai résisté, je me suis dit putain, c'est pas possible. On va se battre. Il faut qu'ils comprennent. C'est pas possible. On va garder les usines et on va réindustrialiser le pays. Tout ça pour vous dire que troisième chose, simplification dont j'ai parlé, complexité, et ça alimente, je vais vous dire, le Front National. Ça alimente le Front National. J'ai des gens que je connais, des petits patrons, des paysans, des gens tout à fait normaux, pas du tout racistes, mais ils en ont marre. Et j'en vois tous les jours. Putain, mais regarde France Agrimaire, ce qu'ils nous ont mis comme truc. Putain, je vais mettre encore 1 mois à remplir son papier, machin. Et ça n'arrête pas. Et l'URSSAF, ça fait 10 fois. Et puis on me repose toujours les mêmes questions. Alors mon nom, mon prénom, mon truc, mon machin, mais ils n'ont pas dans une base de données le truc pour me faire économiser. Je vais vous donner une anecdote, ça date de 3 jours. J'ai voulu juste changer ma puissance électrique dans une maison secondaire que j'ai à Saint-Raphaël. Je voulais passer de 18 kVA à 22 kVA. J'ai eu une dame 1 heure au téléphone
je pensais que c'était fait. Un mois après, c'était toujours pas fait. Je rappelle, encore 1 heure au téléphone pour juste changer la puissance électrique. On m'a reposé les mêmes questions. Mais c'est dingue. Alors, donc là, moi, je suis un fou de la simplification. Je considère que le génie, c'est de simplifier la complexité. Je vais vous le prouver par ce truc-là. Steve Jobs, ça devait être en 2007, il a inventé le smartphone. Monument de complexité. C'est dingue ce qu'il y a dedans. Mais d'une simplicité énorme. Un gamin de 5 ans, voire de 3 ans peut l'utiliser. Donc je prie tous les gens extrêmement intelligents qu'on voit toute la journée en vous disant « Je suis sorti d'une très grande école, machin, oh, bravo, je sais gérer la complexité. » Mais monsieur, on ne vous demande pas de gérer la complexité, on vous demande de la simplifier. Vous êtes tellement intelligent qu'il faut simplifier la complexité. Et faites-nous un truc simple. Bon, alors je vais parler comme ça à François Hollande à un moment, quand je suis arrivé au MEDEF, et il avait, comme quoi on a eu quand même des très bonnes relations, hein, et il a mis en place Mandon Poitrinal, ce binôme formidable d'un député, je crois, ou d'un ministre, Mandon et Poitrinal, qui était chef d'entreprise, pour s'occuper de la simplification de toutes les lois et normes françaises. Mais au bout d'1 an, ils ont été complètement démotivés, écœurés, et ça s'est arrêté, malheureusement. Moi, j'avais créé un groupe miroir au MEDEF pour alimenter ce groupe. Et je me souviens d'une proposition qu'on avait faite, c'est le silence de l'administration vaut accord au bout de 3 mois, je crois. Donc j'étais très content parce que ça avait été repris et ça avait été appliqué. Et au bout de 6 mois, il y a eu 3700 exceptions dans la règle qui fait que cette loi a été complètement barrée. Bon, et puis tout a été oublié. Et je me dis, s'il n'y a pas sur ce sujet une action churchillienne, herculéenne, venant du président de la République en disant on va simplifier et vous allez voir ce que vous allez voir, parce que c'est plus possible de vivre avec 80 normes et 80 lois et 400 000 normes, les 80 lois faisant 3 000 à 5 000 pages à chaque fois. Les Anglais l'ont fait, ont inventé le one in, two out. Pour un texte de loi créé, on en supprime 2. Les Canadiens l'ont fait avec Chrétien dans les années 1995. Il y a plein de pays qui l'ont fait. C'est churchillien, il ne faut pas lâcher. Parce que vous avez toute l'administration contre vous dans ces cas-là. Donc il faut vraiment être extrêmement dur au mal. Mais il faut le faire. Parce qu'on est englouti et vous avez un niveau je dirais, de colère qui monte et qui s'exprime après par des votes aussi. Alors, donc malheureusement, là, je dois dire qu'Emmanuel Macron n'a pas fait grand-chose sur ce sujet de la simplification. Et puis le 4e sujet, l'apprentissage alternance, là je dis bravo à El Khomri et bravo à Mme Pénicaud, parce qu'elles ont fait des choses sur l'apprentissage. Je vous donne l'exemple de la Suisse encore. 70% des gamins de 17 ans en Suisse sont en apprentissage. Nous, c'est 30% environ. Nous, c'est à votre gamin, bah, écoute, tu vas redoubler, on te propose de redoubler ou d'aller en formation professionnelle. Oh, c'est la honte, quoi. Bon, non, ah non. Alors qu'en Suisse, c'est l'excellence. Tu vas apprendre un métier. Tu vas te mettre dans la mécanique. Si tu n'aimes pas, tu iras dans la mécanique auto. Si tu n'aimes pas, bah, tu pourras aller sur autre chose, sur la restauration, sur la cuisine. Et puis, tu pourras venir dans le cycle normal si ça t'embête. Mais on apprend. Et 70% des gamins sont dans l'alternance apprentissage en Suisse. Ce qui fait qu'ils bah, apprennent des métiers. Nous, on va au bac, hein, puis après, un peu de fac, hein, puis après... Nanterre, et puis après sociaux, philo, psycho, et puis après dans la rue, parce qu'on ne connaît pas l'entreprise, salaud de patron, capitaliste horrible, etc. Excusez-moi, je fais un peu de politique en vous disant ça, parce que c'est, je crois, le cœur du malaise français, c'est qu'il faut qu'on aime nos entreprises, il faut qu'on aime les gens de l'entreprise, il faut qu'on aime nos usines, il faut qu'on aime notre industrie, notre économie. Et quand j'ai fait 4 ans à Business Europe, j'ai vu des pays, plein de pays, mais qui marchaient merveilleusement bien. Je vous ai parlé de la Suisse, qui n'est pas dans l'UE, mais qui est un voisin. Je vous parle de l'Allemagne, de l'Autriche, la Scandinavie, la Suède, les Pays-Bas. Ce sont tous des gens qui ont eu des social-démocraties, qui ont eu des alternances, droite-gauche, gauche-droite. Ils ont toujours protégé leurs entreprises et leurs patrons. Je me souviens, alors encore une petite anecdote, le million d'emplois a été créé au bout de 5 ans, comme promis, parce que des réformes ont été faites. On est passé de 10% à 8% de chômage. Quand je suis parti du MEDEF, c'était en décembre 2019, 1 an après. Et je me souviens de Manuel Valls qui, en 2016, j'étais encore au MEDEF, me dit « Je vais venir aux universités d'été du MEDEF en août, je vais vous engueuler. C'est pas possible,
on a mis en place le CICE, on a mis 40 milliards sur la table, c'est un scandale, vous n'avez pas créé d'emploi du tout. Je dis, mais attendez, ça venait d'arriver, c'était il y a 1 an, 18 mois, les patrons que je ne connaissais pas, la communication, c'est vrai que la pédagogique sur le CICE, les gens, je me souviens, plein de patrons me disaient, mais c'est quoi Pierre? Mais tu vas recevoir un chèque, ah bon, t'as reçu le chèque? Ah bah attends, je vais vérifier, ah bah oui, je l'ai reçu. Bon, ça a duré 18 mois. Et Valls, en avril-mai, m'appelle en me disant, je vais vous engueuler, c'est pas possible, je vais venir. Je lui dis, écoutez, faites pas ça, monsieur Valls, monsieur le Premier ministre, parce que vous allez démotiver 8000 personnes dans la salle. C'est 8000 patrons. Il ne faut pas faire ça. Alors, je vais citer Angela Merkel. J'étais dans une salle comme ça. Il y avait 800 personnes, 800 chefs d'entreprise dans une grande salle. J'étais au fond avec mon casque. Et c'était dans les années 2010-2012. Elle fait un show incroyable, dithyrambique sur les patrons. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes géniaux, vous êtes endettés, bravo, vous avez pris des risques formidables, vous êtes la fierté de l'Allemagne, vous êtes les exportateurs, continuez, bravo, on va vous aider. Ça a duré 25 minutes. Et à la fin, je me suis dit, elle va demander quelque chose. Elle va dire, bon, vous savez, il y a l'Allemagne de l'Est, il faut fusionner avec l'Allemagne de l'Ouest, on va vous demander une petite augmentation d'impôts. Bon, et je me suis dit, elle va le faire, et puis tout le monde va applaudir. Et bien, elle ne l'a pas fait en plus. Et moi, j'étais très très fier. J'étais Ich bin ein Berliner ce soir-là. Non, mais c'est incroyable. Et j'avais raconté ça à Manuel Valls. J'ai dit, écoutez, vous avez besoin des patrons, vous avez besoin de l'économie. Un pays sans patrons motivés, ça ne marche pas. Motivez vos patrons. Alors, et il était venu à cette université d'été, j'étais très content parce qu'il nous fait un show. Et à un moment, il dit, j'aime l'entreprise. Souvenez-vous, il s'en est pris plein la figure par les frondeurs, etc. Ça a été horrible derrière, mais il a été standing ovation et les patrons étaient repartis. Bon. Et quand les premières mesures sont tombées, ça a commencé, je dirais, la loi El Khomri a permis de changer la confiance des patrons qui est devenue un peu plus positive, sans vous parler de l'image internationale de la France qui, entre les 2 dernières années de Valls et les mesures de Macron, a complètement changé. Moi, je l'ai vu en tant que Business Europe. Je vous parlais des Français, des expatriés qui rasaient les murs avant. Et là, on retrouvait, on a supprimé l'ISF, on a fait ceci, la flat tax, qui sont des symboles, mais extrêmement importants. Et vous voyez que la France est redevenue attractive. J'avais très peur avec les élections qu'il y ait des remous. Et en fait, tout le monde a eu très peur de NUPES. Tous les patrons européens, toute la classe économique, toute la classe financière ont très peur de l'extrême gauche. Bon, l'extrême gauche étant restée extrême gauche, je dirais, bon, alors après Le Pen, ils connaissent pas trop, Front National, ça les embête un peu, mais bien sûr, mais les fondements de l'économie n'ont pas été touchés par la dernière élection. Donc nous sommes dans une situation où, en effet, on est au milieu du gué. Je pense qu'on est passé de la dernière queue de la division 2, limite division 3, on est monté presque en division 1, on va dire, on est peut-être dedans. Il faut confirmer le truc. Et je crois que la France a la possibilité, mais de jouer dans les 3 meilleurs mondiaux, toutes catégories. Toutes catégories. Il faut juste libérer un peu les énergies, motiver, de la confiance. Alors, j'écris ça un peu dans mon bouquin, dans mon premier bouquin qui s'appelle Y croire. Enfin, j'en ai fait 6 ou 7 de bouquins. Celui-là, il a 2-3 ans, Y croire, et celui-là a 1 an. Je l'ai écrit pendant le Covid. Ça s'appelle Le cœur et le courage, et il s'agit de quoi? Il s'agit du plein emploi en France. Car quand ils m'ont élu à la tête de Business Europe, j'ai vu tous ces pays qui étaient à 3-4% de plein emploi. Je me suis dit, mais pourquoi nous, la France, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, on est en dessous, au-dessus de 8 ou de 10, on est 4. Et tout le reste, ils sont à 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Tous les pays de l'Est, hinterland, qui ont été tirés par l'industrie allemande, sont à 3-4%. L'Allemagne est à 3-4%. L'Autriche est dans ces eaux-là aussi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, il faut qu'on aille au plein emploi, c'est vraiment important. Nous sommes à 8%, il faut aller à 4%. Il faut créer 2 millions d'emplois. Bon, je parle de 3 dans ce bouquin, pourquoi? Parce que j'avais peur que le Covid nous élimine 1 million qu'on avait créé. Donc on n'a pas perdu 1 million, donc l'effort à faire, c'est de créer 2 millions. Et j'explique les vertus du plein emploi, et je me suis dit il y a 1 an, mais pourquoi aucun personnage politique ne parle du plein emploi? C'est quand même dingue. C'est la réussite. C'est la réussite de tous les autres pays. Quand vous êtes au plein emploi, d'abord, vous supprimez du chômage. Humainement, aujourd'hui, 7-8% de chômeurs, c'est quand même des niveaux incroyables, avec des chômeurs longue durée qui sont en grande détresse, etc. Il faut les remettre en emploi, il faut les aider à retrouver un emploi. Ce que je fais par ailleurs avec une fondation que j'ai créée qui s'appelle Y croire,
qui s'occupe des chômeurs longue durée que je forme à l'entrepreneuriat. J'ai commencé par Hauts-de-France il y a 3 ans. On forme des gens en grande difficulté, à Maubeuge, à Fourmies, à Lens, dans la Somme, dans l'Aisne, où là vous avez des bassins terribles. Et ça marche. Ça marche parce qu'on redonne du courage et de la confiance aux gens, de l'estime d'eux-mêmes aux gens. Alors tout ça pour vous dire, le plein emploi, c'est très important parce que vous redonnez, c'est un projet humain, c'est le cœur. Vous occupez des gens, vous leur donnez du travail, c'est la base. Deuxièmement, quand vous regardez l'Allemagne, ils ont, en 1995, intégré 1 million d'immigrés parce qu'ils sont au plein emploi. 1 million. Ils les intègrent comment? En leur appelant l'allemand et en leur donnant un job, en les formant sur un job. Ça, moi, j'ai plein de gens de l'immigration à Radial. Sur 3500 personnes que j'en ai plein. Et ils sont instantanément intégrés. Vous ne voyez plus qu'ils viennent de tel ou tel pays, on s'en fout. Ils sont dans le projet, ils veulent conquérir Radial, ils veulent Boeing, ils veulent faire des connecteurs, ils sont partie prenante de tous les projets. Ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Et ils sont plus français que vous et moi. Et bravo, et formidable. Et je dis, le plein emploi, ça sert aussi à ça. Ensuite, un chômeur, ça coûte 20 000 euros par an à la collectivité. Un gars qui travaille, en moyenne, ça vous rapporte 10 000 euros de charges sociales et impôts, etc. divers. Vous voyez, ça 30 000 euros par an de d'écart. Vous créez 2 millions de jobs, vous faites 60 milliards d'économies. Alors, ce sont des chiffres un peu imprécis que j'ai estimés. Je n'ai pas mis l'Institut Montaigne sur le coup, j'aurais peut-être dû, mais je vous donne les grandeurs. Et si vous voulez, je ne comprends pas que les politiques ne se sont pas emparés de ça. Alors, il y a plein d'intérêts. Le plein emploi permet aussi de changer le rapport de force entre les salariés et les patrons. Les salariés ont la main. Quand vous êtes au plein emploi, vous faites tout pour les garder. Et je peux vous dire que c'est dur. Parce qu'au plein emploi, le type, il dit « je ne suis pas content à Radial, je vais aller chez votre concurrent demain matin ». Ah ben non. Et le rapport de force est inversé. Quand vous êtes à 10% de chômeurs, les salariés ont peur. Et moi, je trouve que c'est aussi vertueux que les patrons se retrouvent dans cette situation-là. Parce que on fait attention aux gens, etc. Alors, donc je pense que c'est possible. Je décris tout ça par le menu. Et je continue de penser que pour aller au plein emploi, il faut continuer de travailler sur ce fameux coût du travail dont j'ai parlé, surtout le niveau des charges entre le net et le brut chargé. Il faut continuer de faire baisser la fiscalité. Alors la fiscalité, et je m'arrêterai là peut-être, et vous me poserez des questions peut-être après sur l'Europe et sur ce que vous voulez, la fiscalité, elle est liée à 60% de dépenses publiques en PIB. On est l'un des plus élevés d'Europe. Je vous donne d'autres signes. On doit être autour de 50% moyenne européenne. Les Allemands doivent être autour de 45-46% du PIB. Les Anglais doivent être autour de 40%, les Suisses autour de 35%. 35%. Nous, 60%. Quand vous avez des pouvoirs publics, des dépenses publiques aussi importantes que ça, vous avez de la fiscalité qui est très élevée. Donc, ce que j'ai proposé à Hollande et à Michel Sapin, c'est de dire, écoutez, moi je pense que vous devriez faire du lean management, de la qualité totale. Vous êtes certains tous dans l'industrie. C'est ce que j'ai fait, moi, depuis 40 ans, 30 ans à Radial. On fait du Six Sigma, on fait du 5S, on fait du Lean, on fait du Value Stream Mapping. Ce sont des outils, il y en a une centaine, qui permettent une chose, 3 fois gagnant. Vous motivez vos salariés. Vous avez des clients plus contents parce qu'ils ont moins de problèmes de qualité, de livraison, etc. Et vous augmentez les résultats de votre entreprise. Vos profits augmentent. Je vous donne un exemple sur Radial. J'ai fait ça avec Boeing, qui en 2000 m'a dit « Non, monsieur Gattaz, votre connecteur, là, c'est vraiment super, c'est de la Cadillac. Vous êtes la Cadillac du connecteur mondial. » Je suis très fier, mais vous êtes 3 fois trop cher. Donc, je ne vous achèterai jamais vos connecteurs. Voilà ce que j'ai reçu comme message très sympa à Seattle, en anglais, en 2000. Et je leur ai dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Eh bien, faites du lean management. Je dis « c'est vrai. Et on peut vous aider. » Donc, je dis « On y va. » Alors, je me souviens, quand on a commencé le Lean, j'avais une ouvrière qui faisait un travail répétitif comme ça, d'assemblage, à la chaîne un peu. Et je lui ai dit, mais madame, il va falloir qu'on fasse autrement. Ah non, j'ai pas le bac, j'ai pas le BEPC, je suis une paysanne, je sais pas réfléchir. Non, m'embêtez pas avec ça, je sais pas faire. Je dis, mais vous inquiétez pas, on va vous former, on va vous donner de la confiance, on va vous aider, pas par tous les moyens. Et après, force de conviction, on l'a un peu filmé, c'était compliqué parce qu'elle voulait pas.
Cette dame-là, un an et demi après, elle avait 5 PC, elle allait chercher ses stocks, elle sortait son ordre de fabrication, elle savait exactement les composants qu'il fallait pour faire ça. Elle faisait ses tests mécaniques, ses tests optiques, ses tests électriques, ses tests, etc. Et le connecteur sortait comme ça, testé, qualifié, nickel. Et cette dame-là avait le sourire, elle était très très contente parce qu'elle participait. Elle est employable, elle était devenue beaucoup plus employable, parce que j'arrêtais pas de dire à mes salariés, écoutez, moi mon boulot c'est de vous rendre employable. Si un jour j'ai un problème avec l'aéronautique ou avec quoi que ce soit, et que vous êtes obligé de partir, eh ben, vous pourrez trouver un job sans doute plus facilement que les autres parce que vous aurez été polyvalente. Deuxièmement, cette dame-là, et le lean management, vous demandez à vos salariés toute la journée comment ça va. Est-ce qu'on peut vous aider à... Est-ce que vous avez des problèmes? Alors parfois c'est la lumière, c'est la chaise qui ne tourne pas, c'est le tournevis qui tombe sur le poste de travail, donc on améliore, on prend en compte. Et puis c'est le flux. Ah ben oui, mais j'attends les composants de ma voisine. Ou alors les stocks sont à 300 mètres. Bon, à chaque fois, je perds 10 minutes pour y aller. 10 minutes, c'est lourd. Et vous réglez petit à petit, tous les jours, idée après idée, salarié après salarié. Vous avez des monceaux de trésors de solutions. Et je me dis, pourquoi on ne fait pas ça dans la fonction publique? Je l'ai proposé à François Hollande. Je lui ai dit, écoutez, mettez des chefs d'entreprise en binôme avec les hauts fonctionnaires. Et j'en connaissais, j'ai proposé le nom de Xavier Fontanet, que vous connaissez tous, qui est formidable, type génial, qui était prêt à le faire. Bon, j'avais 15. Et bon, Michel Sapin a dit non, pas le patronat dans ces histoires-là. Marie-Celle Touraine avait dit, oh là là, vous allez mettre le feu. Bon, mais je continue de penser que pour baisser, je dirais, pour faire de la productivité, alors ça c'est un mot qu'il faudra utiliser avec délicatesse, nous sommes en France, hein, il faut faire ce genre de choses. Il faut impliquer les gens. Il faut baisser le prix de revient. Baisser le prix de revient. Oui, mais bon, mais il y a un moment, il faudra dire les choses comme elles sont. Donc voilà, donc je pense beaucoup à faire de la qualité totale, de lean management, de Six Sigma, dans la fonction publique, dans les hôpitaux. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que vous le faites en douceur en embarquant chacun des fonctionnaires. C'est ça qui est le plus important. Moi, j'ai embarqué chacun de mes salariés et ils sont super heureux. Puis à la fin, prime, intéressement, bonus, machin. Parce que quand la boîte, le résultat qui sont passés à l'époque, ça va être 5%, on est passé à 8% assez vite grâce à ça. Vous donnez de l'intéressement. Et donc les gens sont super contents. Ils participent, on les écoute, ils donnent des idées, ils voient que les idées elles sont écoutées, et ils continuent. Et donc vous entretenez, et là vous gardez vos usines en France avec des trucs, parce que vous êtes très compétitifs. Alors il faut monter en haut de gamme, parce que si vous restez sur les trucs chinois, ça ne marche pas. Mais voilà quelques idées, si vous voulez, qui me tiennent à cœur, sur lesquelles je n'ai pas encore complètement avancé. Mais je ne désespère pas de faire encore quelques tribunes et un peu de lobbying pour essayer de faire avancer ça. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je peux rester 4 heures comme Fidel Castro. On a beaucoup d'autres questions, moi-même, et puis je pense la salle, à vous poser. En vous entendant parler, je reviens à cette idée à cette tare, je dirais, de l'économie française, en tous les cas, qui n'a pas été comprise, c'est la tertiarisation. C'est-à-dire qu'autrement dit, il y a eu un transfert massif, suite à la fermeture des usines, de main-d'œuvre vers la fonction publique. Je l'ai vu, moi, en Normandie, avec la disparition des usines Moulinex. Il y a eu un transfert massif vers la fonction publique, surtout territoriale, et deuxièmement, des emplois distants. Quand on repense au problème des gilets jaunes, des emplois distants, alors qu'avant, ils travaillaient dans des usines qui étaient à des distances très modestes de chez eux, parce qu'il y avait, je ne me souviens plus, 6 ou 7 usines Moulinex en Normandie. Alors, le problème, c'est que le transfert s'est fait dans ce sens-là. Comment peut-on faire pour que le transfert se fasse dans l'autre sens et que les gens qui ont fait finalement sont attirés par la fonction publique reviennent vers l'industrie si on leur propose des emplois? Comment faire?
Alors, une partie est dans le bouquin. Je pense qu'il faut avoir une volonté farouche de réindustrialiser la France. Ça prendra une génération, 25 ans. C'est quasiment sûr. Donc il faut être patient. Il faut que s'il y a des alternances politiques, gauche-droite, droite-gauche, on continue. La force des Allemands, des Suédois, des Autrichiens, c'est qu'ils ont eu des alternances. L'entreprise, c'est on n'y touche pas. Les Allemands ont fait les socialistes allemands ont fait le Bad Godesberg en 1959, où ils se sont réunis, la gauche allemande, en disant on ne veut pas plus des communismes, on ne veut pas des trotskistes, on ne veut pas des marxistes. L'entreprise, c'est fondamental. L'usine, c'est fondamental. L'apprentissage, c'est fondamental. Ça a été la base de la gauche allemande. Bon, qui, lorsque vous avez l'alternance, on n'est pas, on parle pas d'ISF, de faire fuir tout le monde, cadeau de salopard de patron, etc. Ce que vous avez trop entendu, ce qu'on a trop entendu en France, y compris des Serge Tchuruk, excusez-moi de parler de lui, mais du faiblesse qui a été dramatique. Parce que même si quand les patrons commencent à s'y mettre, alors là, c'est du suicide. La société post-industrielle. Et moi, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai aussi entendu parler de « Ah non, il faut rentrer dans l'ère de la connaissance. » L'économie de la connaissance. Alors j'étais avec mes petits connecteurs, je me disais « L'économie de la connaissance, mais c'est quoi? C'est où est-ce qu'on va, etc. » Donc vous voyez, ça, c'est l'intellectualisme français formidable qui est admiré quand même dans le monde entier, mais qui nous amène dans des impasses de fous. Il faut être pragmatique. Quand on fait de l'économie, quand on pilote un pays, les Suisses le sont, les Luxembourgeois le sont, les Allemands le sont. Ils regardent où sont les emplois, comment on va donner du métier à des gens. Et les usines. Et quand il y a eu la mondialisation, l'OMC, la Chine à l'OMC, et tout, je dirais, ce problème de fiscalité, de délocalisation. Mais cette délocalisation, elle a été liée au fait que on disait c'est trop cher en France. Ben oui, quand vous mettez les 35 heures en plus par-dessus la tête, forcément, vous n'allez pas du tout dans le sens de l'histoire. Et ce que j'ai fait, moi, à Radial, j'ai mis en effet une usine mexicaine de 1000 personnes qui fabrique qui finit d'assembler ces produits-là. Et je me souviens d'Arnaud Montebourg me disant « Monsieur Gattaz, c'est un scandale, vous avez délocalisé au Mexique. » Alors je lui ai expliqué « Non, Monsieur Montebourg, les Mexicains m'ont permis de baisser mes coûts pour attaquer le marché américain, ce qui m'a permis de prendre des parts de marché, de faire des profits. Mais quelle horreur des profits! Non, Monsieur Montebourg, les profits, c'est absolument nécessaire parce que vous réintégrez par ces profits de l'investissement pour former mes Français, acheter des machines, etc. Et vous avez une boucle vertueuse. Donc vous montez en compétence et pour 3 emplois créés au Mexique que j'ai créés, j'en ai créé 1 en France. Donc, moralité, j'ai créé 300 personnes en France face à 1000 personnes. C'est le modèle allemand. Vous ne perdez pas vos technologies, votre innovation, vous montez en gamme, vous faites tout pour faire le meilleur du monde et vous utilisez des bases low cost, mais qui ne vous remplacent pas et qui vous permettent d'être plus fort. Le modèle allemand est ainsi fait. C'est l'automobile allemande, quand vous achetez une BMW en Allemagne, c'est une BMW. Quand vous l'achetez en Chine, les Chinois disent « Ah oui, moi, ma BMW, elle est fabriquée à Francfort ou à Munich. » Encore mieux. Donc, il y a cette fierté, si vous voulez, qu'il faut qu'on reprenne en France. Il faut retrouver la fierté de faire des beaux produits. On a encore une filière électronique, une filière aéronautique merveilleuse autour d'Airbus. Je me souviens, il y a 20 ou 30 ans, quand l'A320 a été découvert devant le public à la télévision, ils ont enlevé un drap. Moi, j'avais une fierté immense. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut faire là. Le TGV, c'est extraordinaire. Il faut retrouver cette fierté industrielle de se dire, c'est pas foutu. Il y a plein de choses à inventer. Le climat, l'environnement, l'électricité, l'énergie est un formidable marché. Il ne faut surtout pas le transformer en contrainte législative de Bruxelles. C'est un formidable marché et la France a tous les atouts pour réussir. Par contre, dès que vous mettez, et c'est pour ça que je dirais les 2-3 derniers mois politiques ont été très stressants, je vous le dis, parce qu'on se dit, ça y est, on va s'en prendre pour 40 ans. Surtout pour quelqu'un. Non, mais je dirais que, parce qu'on se dit, ça y est, on va tout remettre à zéro. Tout ce qui a été fait depuis 5 ans ou 10 ans va être balancé. Et on va être encore la risée du monde entier. Et vous allez faire fuir les meilleurs. Donc je pense que et vous voyez, je pense que c'est très important de dire l'industrie c'est fondamental, l'usine c'est fondamental, les entreprises ce sont des communautés humaines formidables et je pousse un concept que j'ai poussé à Business Europe qui s'appelle les 3 P, Prosperity, People, Planet. Et vous pouvez avoir les 2 derniers P, c'est-à-dire People and Planet, que si le premier fonctionne. En français, je suis convaincu qu'il faut faire un capitalisme
humain et environnemental. Humain et environnemental. Et ça me semble absolument fondamental, et on est resté trop souvent encore en France sur salopard de patron, vous enrichissez, les dividendes, etc. Alors que vous avez le pays où l'écart entre les plus riches et les plus faibles, c'est le moins élevé de tous les pays de l'OCDE. Alors on m'attaque souvent sur les dividendes des patrons, des machins, mais les dividendes c'est le CAC 40, et le CAC 40 c'est souvent des fonds de pension américains ou l'État qui verse 75% des profits. Nous, dans nos boîtes patrimoniales, qui sont restés dans le truc, on est à 10-15% de distribution. Donc il faut arrêter les conneries, excusez-moi. Vous avez parlé tout à l'heure de cette révolution, de cette réindustrialisation, et vous avez dit vous-même qu'il faudra un certain nombre d'années pour renverser la vapeur. Est-ce que ce délai est compatible avec l'urgence sociale? Alors, l'urgence sociale, si vous voulez, je pense qu'il va falloir régler. On a un problème qui est un peu plus compliqué actuellement, c'est la guerre en Ukraine qui a induit de l'inflation, qui a induit une nervosité, qui a induit un stress, notamment sur le pouvoir d'achat. Donc je suis d'accord que c'est un sujet important. Les patrons sont bien au courant de tout ça. Et c'est là où je pense qu'il ne faut pas traîner sur redonner du pouvoir d'achat intelligent aux concitoyens, à nos salariés. Et je continue. Quelle est votre conception du pouvoir d'achat intelligent? La conception du pouvoir d'achat, c'est bien sûr de donner ce qu'on peut donner, c'est d'utiliser la prime Macron qui a des fiscalités jusqu'à 2 000 €, c'est d'augmenter les salaires dès qu'on peut augmenter les salaires. D'ailleurs, la moyenne, je crois, en France, c'est 3% quand même en janvier-février, ce qui est quand même pas mal. L'inflation n'est pas au niveau européen, puisque l'inflation européenne est prévue pour être à 7-8%. Je crois qu'on est à la moitié grâce au bouclier énergétique français. Donc on va maîtriser peut-être un peu mieux l'inflation, ce qui fera mieux. Et puis après, je crois qu'il faut continuer de travailler sur la création de richesse. Parce que un de mes grands dadas, c'est pour distribuer de la richesse, il faut la créer. Il faut la créer. C'est tous les pays du monde et tous les meilleurs pays ils créent de la richesse. Ils créent comment? Par les entreprises. Ensuite, vous avez cette histoire de charges sociales et patronales qui font que baissons ces charges sociales et patronales avec les partenaires sociaux. Je ne sais pas s'ils seront d'accord pour en donner les 3/4 à nos salariés. C'est-à-dire, on ne prend pas 50-50, on en donne 3/4 pour faire du pouvoir d'achat. Tout ça, ça passe aussi par faire accepter la retraite à 65 ans en disant, pour garantir un pouvoir d'achat, et c'est là où ça devient intéressant, on passe à 65 ans, on baisse une partie du coût du travail et on vous redonne le truc immédiatement. Il faut faire des deals sans doute comme ça, qui permettra de redonner. Et puis, il y a plein de patrons qui cherchent. Je crois qu'il y a presque 1 million d'emplois demandés non pourvus aujourd'hui, entre 500 000 et 1 million. Vous les connaissez tous, la restauration, etc. Puis vous avez quelques millions de chômeurs en face. Je crois qu'il faut aussi inciter les gens à travailler. Et il faut qu'on soit peut-être plus attractifs, nous patrons. Dans la restauration, ils ont augmenté les salaires de 16%, je crois, ce qui est bien. Il faut continuer. Quand on peut augmenter les salaires et que derrière on ne se ruine pas, il faut le faire. Et le SMIC à 1 500 €, puisque c'est ce dont on parle à l'heure actuelle, comment vous le réagissez par rapport à ça? Si vous voulez, je reviens sur il faut créer de la richesse avant de la distribuer. Les Suisses ont un SMIC qui est 2 fois plus élevé que ceux des Français. Ils ont juste pendant 40 ans préservé leur entreprise, gardé leurs usines, monté en gamme, exporté, rapatrié leurs montres qui étaient fabriquées à Singapour, à Taïwan, en comprenant qu'ils sont en train de se faire piquer tout leur savoir-faire. Ils ont tout rapatrié. On dit on va faire les montres en Suisse, rien qu'en Suisse. On va former nos jeunes pour faire des montres. Ils seront les meilleurs du monde en horlogerie, en bijouterie. Et c'est vertueux, c'est pragmatique. Et ensuite, on augmente dès qu'on peut augmenter. Faire l'inverse, c'est-à-dire vous commencez par augmenter le SMIC à 1 500, mais vous ruinez le pays. Mais pourquoi? Parce que d'abord, il faut le payer. Deuxièmement, c'est les entreprises qui vont payer. Troisièmement, vous augmentez le SMIC à 1 500, vous avez tous les autres qui sont en dessous, qui vont demander à être augmentés. Donc vous avez une pyramide d'augmentation de salaire diabolique, infernale. Et un truc comme ça, vous tuez une économie, vous l'affaiblissez terriblement. C'est un coup à se retrouver comme l'Argentine ou dans 10 ans, quoi. Bien sûr. Mais il faut de la raison, mais il faudrait que ces gens-là voyagent un petit peu,
allez voir un peu ce qui se passe à Munich, à Genève, allez voir un petit peu ce qui se passe en Autriche, à Prague. Moi, j'étais à Prague il y a 15 jours, 3% de chômage. On a commencé à aborder le sujet de la mondialisation. Est-ce que vous pensez qu'on assiste en ce moment à la fin de l'hypermondialisation? Alors non, je crois qu'elle va se transformer. Alors, si vous voulez, une entreprise, c'est comme un pays, il faut de la croissance. J'ai un très bon copain qui s'appelle Yann Arthus Bertrand, qui n'arrête pas de me parler de décroissance. Je lui dis, Yann, je ne sais pas faire de la décroissance. Je ne sais pas gérer de la décroissance. Il faudra que tu viennes dans mon usine un jour. La décroissance, c'est de dire à mes salariés, l'année prochaine, on va faire 5% de moins. Bon, il va falloir baisser les salaires de 5% au moins, de 7%, puis c'est pas qu'un seul année, il va falloir faire ça 10 ans de plus, 10 ans de suite. Hein. Donc je ne sais pas faire. Je sais pas faire. Je sais faire de la frugalité, je sais faire des économies vertueuses, frugalité vertueuse, et donc il faut de la croissance. La croissance, elle est où? Elle est en Europe, elle est dans la mondialisation, elle est sur le continent africain, elle est sur toutes les filières d'avenir. Elle est sur la voiture de demain, l'aéronautique de demain, le spatial, sur le grand bloc du climat, de l'environnement, bien évidemment, énorme bloc, sur les entrepreneurs. Elle est partout, la croissance. Allons la chercher vertueusement. Donc on nous dit, ouais, mais la Chine, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, la Chine actuellement, il faut qu'ils respectent les règles du jeu, oui. Plus de transparence, oui. L'Ukraine, la Russie, très compliqué, oui. Les États-Unis avec Trump, notamment, c'était bras de fer toutes les 5 minutes, etc. Donc moi, ce que je pense, et c'est ce qu'on pousse, c'est une mondialisation plus régionalisée. Et je le fais à Radial progressivement, d'être plus américain aux États-Unis, d'être plus chinois en Chine, d'être plus européen en Europe. De telle façon à ce qu'on réduise les flux intercontinentaux, ce qui fait des économies, ce qui protège la planète, ce qui permet d'éviter que des connecteurs, des produits tournent dans tous les sens, dans tous les flux, et vous focalisez sur des continents qui ont un sens. Et en plus, au niveau des monnaies, c'est vachement intéressant parce que quand vous produisez dans la monnaie où vous vendez, eh bien, vous amortissez les chutes de l'euro ou du dollar par rapport à la monnaie. Donc c'est extrêmement vertueux et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Beaucoup de régions se sont engagées dans un processus de réindustrialisation territoriale, avec des succès, j'allais dire, mitigés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer cette territorialisation de l'industrie? Moi, je pense qu'il faut être très attractif sur le plan fiscal et sur le plan ensuite de l'apprentissage. Je reprends l'exemple de Tesla et de Intel. Tesla a fait une longue étude de tous les pays européens où ils pourraient s'installer. Ils ont choisi l'Allemagne. Intel, la même chose, semi-conducteurs, ils ont encore choisi l'Allemagne. Alors, il y a une certaine attractivité de la France qui est revenue, mais malheureusement, sur des grands projets, avec des technos, avec de la recherche, l'Allemagne gagne à tous les coups. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi ils gagnent à tous les coups. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit encore plus attractif sur le plan fiscal. Et j'avais même imaginé, il y a quelques années, de se dire il faut baisser nos dépenses publiques de 60 à la moyenne européenne 50. C'est beaucoup, mais c'est la moyenne européenne. Et dans les régions, on fait une avance de phase. On fait une sorte de zone franche. Où on dit on va être là dans 10 ans et on se met dans la fiscalité qui correspond à ça, qui permet d'être très attractif. Et le reste de la société française travaille pour réduire son nombre de fonctionnaires, fait du lean management, fait de la productivité, privatise un certain nombre de pans des pouvoirs publics, etc. Et je pense qu'il faut, vous savez, ces gens-là, ils regardent la fiscalité, ils regardent des compétences bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas là pour 6 mois, ils sont là pour 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, donc il faut que ça tienne la route. Il faut être attractif, il faut être business friendly durablement. Business friendly durablement, vous revenez sur mes 4 blocs, le droit du travail, vous avez la fiscalité, vous avez la simplification et la complexité plus exactement réglementaire, administrative, et vous avez tout ce qui est métier, apprentissage, formation. C'est facile de trouver des ingénieurs, est-ce que c'est facile de trouver des ouvriers, etc. Et est-ce qu'ils ont les formations en marche? Si vous réglez ces 4 problèmes-là,
qui sont pour moi extrêmement bien identifiés, vous réussissez, vous pouvez réussir. Un petit coup de projecteur sur la recherche. Le problème de la recherche en France, comme vous le savez, c'est que nos meilleurs chercheurs, une fois qu'ils sont formés, finalement, ils partent. Grâce à ça, certaines très très belles entreprises ont été créées. On pense à Moderna, bien sûr, mais le problème est aussi fréquent dans d'autres industries que l'industrie pharmaceutique. Que faut-il faire pour les garder? Alors, je vais revenir à la question précédente sur le pouvoir d'achat. Je pense que, et je l'ai vécu à Radial, quand vous avez une très forte pression fiscale, et que donc vous êtes pas en survie, mais vous êtes en marge très faible, vous serrez le kiki à tout le monde. Vous serrez le kiki aux salariés, aux recherches, aux chercheurs, aux fournisseurs. Ah. Moi, je l'ai vu avec la société Alcatel, qui après 2001 s'est retrouvée en survie même en perte. Et je voyais d'autres entreprises qui allaient beaucoup mieux, Siemens, Nokia, Ericsson, enfin Siemens surtout, c'était intéressant. Et on voyait le court-termisme de grands comptes français qui avaient des marges négatives et donc qui serraient le kiki aux salariés, aux cadres, aux fournisseurs, etc., qui étaient de plan social en plan social. Et donc j'imagine que les chercheurs étaient aussi assez malmenés. Et d'autres entreprises qui vont bien. Et quand elles vont bien, eh ben, elles sont dans une harmonie. Et elles distribuent rapidement plus des primes, des salaires. Et elles ne tirent pas le kiki des fournisseurs. Parce qu'elles bâtissent des écosystèmes. Et une des forces de l'Allemagne, c'est qu'ils chassent en meute. D'abord, ils ont des marges qui sont beaucoup plus élevées que nous. Ils n'ont pas d'impôt de production. Je crois qu'il y a encore 70 milliards de différence entre les impôts de production françaises et les impôts de production allemands. Et qui fait que, je le vois, quand vous êtes dans une société qui va bien, avec des marges, vous faites attention à vos salariés, vous faites attention à vos chercheurs, vous faites attention à vos apprentis et vous faites attention à vos fournisseurs. Et vous travaillez dans la durée. Donc il faut que les boîtes aillent bien. Et il faut que les pays, les gouvernements comprennent que c'est essentiel pour apporter du bien-être aux gens. Tant qu'ils ne comprendront pas ça, ça ne marchera pas. Et c'est très politique, ça. Culturel, presque. Avant de passer la parole à la salle, je voulais dire deux choses. Peut-être que certaines personnes dans la salle ont été surprises quand vous avez dit « j'ai été 5 ans au MEDEF ». Il faut savoir qu'au MEDEF, on ne peut pas renouveler son mandat. C'est moi qui ai voté cette horrible on peut pas renouveler son mandat. C'est que je me suis dit je ne veux surtout pas finir mon mandat en essayant de me faire réélire et donc à faire du clientélisme. Et donc j'ai dit je ne ferai qu'un seul mandat et je l'ai fait mettre dans les statuts du MEDEF. Voilà. Comme ça m'a permis d'avoir une parole très libre et de ne pas faire, et donc si ça déplaît, y compris aux patrons, ce que je dis, bah, tant pis pour eux, enfin tant pis pour moi, mais ça n'aura pas de conséquences, donc ça m'a donné une liberté de parole. Par contre, là, dans le poste que vous occupez jusqu'à la fin de la semaine, là, par contre, vous avez eu droit à 2 fois... Mais c'est 2 fois 2 ans, c'est plus court, 2 fois 2 ans. 2 fois 2 ans, c'est 4 ans, c'est pas beaucoup non plus. Ah oui, oui, d'accord. C'est 2 fois 2 ans. Mais ça permet de changer de sang, d'oxygène, c'est très bien. Moi, je trouve qu'il faut renouveler à ces postes-là. Il faut renouveler les gens. De vos années à Bruxelles, sans rentrer dans l'institutionnel, si vous aviez en quelque sorte tiré une expérience de ces années, qu'est-ce que vous retiendriez? Alors, quelque chose de très positif et quelque chose d'un peu moins positif, on va dire ça comme ça. Le très positif, c'est que l'Europe est essentielle. C'est essentiel pour des Européens comme nous, pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on a des défis qui sont de plus en plus gros à gérer. On a eu le Brexit à gérer, heureusement. Les 27 restants se sont mis en pack et on fait qu'il n'y a pas d'autres pays qui ont eu la tentation de partir. Ensuite, il y a eu le Covid. Le Covid, c'est très compliqué à gérer pour un pays comme la France seule. Et là, Thierry Breton a fait un très bon travail de programmation des vaccins, etc. Et qui fait que l'Europe a été vaccinée, sans doute avant beaucoup de monde, avec un nombre de vaccins faramineux, des 2e doses et 3e doses. Ensuite, vous avez la géopolitique. Quand vous êtes petit pousset comme la France, 60 millions d'habitants face à la Chine, 1,4 milliard d'individus face à l'Inde, 1,2 milliard face aux États-Unis et face au Japon, vous êtes tout petit. Donc il faut être ensemble
pour faire face à des géants pareils. Et je crois que l'Europe, c'est absolument fondamental, et on le voit bien dans les défis qu'on doit mener, y compris sur le climat. Après, la difficulté de l'Europe, c'est la complexité. Et moi, vous m'avez compris, je suis un fou de la simplification. Et lorsque je vois le Fit for 55, qui est le projet qui consiste à réduire de 55% nos émissions de CO2 à l'horizon 2030, à comparer avec 1990, je crois, c'est-à-dire en fait 40 ans, eh bien, il y a 13 directives en cours en Europe et qui sont complexes. Donc je dis oui à l'objectif de neutralité carbone en 2050, oui à Fit for 55, mais faites très attention, messieurs les bureaucrates, technocrates, de ne pas nous mettre des couches de complexité qui seront assez bien gérées par les grands groupes comme d'habitude, les Total, les Shell, etc. Ils sauront gérer ça. Les PME, les ETI, les TPE, ils vont en baver comme c'est pas possible. Donc l'environnement français est déjà très complexe pour eux. Si vous rajoutez de la complexité européenne, là, c'est ce qui me fait le plus peur après mes 4 ans de Business Europe. Et je l'ai dit, je l'ai redit, ça a été un de mes dadas pour essayer de calmer cette Commission européenne très volontaire sur le plan du Green Deal, de la planète, et curieusement très volontaire sur le plan social, alors que le social est une prérogative de chaque État, comme le fiscal. Et là, d'un seul coup, ils se sont retrouvés en disant sur le social, on va faire plein de choses, etc. Et les patrons sont assez angoissés par ces couches de complexité, de contraintes qui arrivent de l'Europe. Donc là, il faudra rester extrêmement vigilant. Timmermans, c'est un peu de votre avis, non ? Timmermans, il a des qualités, il a des défauts comme tout le monde, mais il ne faut pas qu'il complexifie trop. Trop. Je pense qu'on est arrivé à un moment où il serait sans doute intéressant que la salle pose des questions, parce que je pense qu'on a entendu beaucoup de réflexions passionnantes dans des domaines très variés qui touchent à l'industrie, et je pense que vous devez avoir vous-même des questions à poser. Bonjour, M. Gattaz. Bonjour, madame. Marie-Claude Mineret. J'ai fait 40 ans dans l'industrie comme DRH en site Unique France, Multisite France et Multisites internationaux. Et j'ai l'impression que, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que les gens qui travaillent dans les entreprises changent complètement. On va avoir 2 générations. On a connu la génération qui voulait rester dans le territoire, qui élevait sa famille, qui est restée, qui prenait sa retraite et qui tenait beaucoup à l'entreprise parce qu'elle la tenait aussi. Les jeunes sont ouverts, en demandent plus, se bougent plus, mais je pense qu'au niveau européen, et c'est tout l'avantage justement de la structure européenne, ils vont certainement exiger plus de choses. Et je crois pas mal que l'équipement automobile, qu'en pensez-vous, sera probablement le secteur d'observation. Et là où ça partira, en Europe, la main-d'œuvre sera prête, les gens auront envie, et ce sera complètement différent. Et peut-être aurons-nous à gérer autre chose, c'est-à-dire 2 générations qui vivent 2 choses différentes au milieu de l'industrie. Alors, si j'ai bien compris la question, vous pensez que la filière automobile européenne, avec tous les chambardements qu'elle doit vivre et opérer, sur le thermique, sur l'électrique, sur la connectivité, impose une sorte de révolution qui va être favorable quelque part à cette nouvelle génération de jeunes qu'on appelle des milléniums et qui sont plus zappeurs peut-être dans leur approche, moins fidèles, qui veulent un sens à leur travail, qui sont capables de changer de travail, de métier, d'entreprise. Hein, c'est ça, assez vite, c'est ça que je comprends dans votre question. C'est ça. Hein. Alors, oui, je partage le constat, mais les jeunes nous challengent beaucoup, et je trouve ça intéressant dans nos entreprises de les écouter sur le climat. Il y a quelques années, les jeunes qu'on embauchait, notamment à Radial, la première question, c'est comment vous gérez les 35 heures ?
Et est-ce que vous avez des jours de congé, etc., les RTT, etc. Bon. Et là, c'est le climat. Qu'est-ce que vous faites pour le climat? Première question, très souvent. RSE, climat, environnement, machin. Et c'est très intéressant parce que je trouve que ils ont une sensibilité qu'on a moins. Et ça, faut transformer ça en force d'action, de motivation. Donc je crois que si on répond par un projet d'entreprise, une raison d'être, des actions, ces jeunes, on peut les récupérer et ils peuvent vraiment faire avancer les boîtes, peut-être plus rapidement par de l'innovation, de la créativité. Les anciens étant extrêmement importants parce qu'ils apportent de la sagesse, de l'expérience, ils sont tombés dans tous les pièges. Et ce mixte entre jeunes et anciens me paraît extrêmement intéressant. C'est une méthode asiatique, hein. Souvent en Asie on voit ça. Donc le chambardement de l'automobile européenne, oui, va être propice à des ruptures. On le voit avec Elon Musk et sa Tesla, et dans d'autres secteurs d'ailleurs. Donc vive les jeunes, vive la rupture, vive l'innovation. Après, il faut consolider. Il faut consolider tout ça. Ce qui me gêne dans l'automobile européenne, c'est que à la fin, ça va être encore les Allemands qui vont gagner. Et ça, si vous voulez, depuis le début, j'ai une grande admiration pour l'Allemagne, parce qu'ils ont gardé leur industrie, parce qu'ils ont l'Interland, ils ont tous les pays autour d'eux ont profité de cette industrie incroyable. Ce sont des boîtes patrimoniales, enfin encore avec des actionnariats quand même très, très robustes. Et ils chassent en meute avec des écosystèmes allemands incroyables. Et je suis un peu, voilà, j'espère que l'automobile française va être aussi brillante dans les 40 prochaines années, sur des défis qui sont aussi compliqués que ça. Alors vous allez me dire, je suis un peu franchouillard en disant ça, parce que bon, on connaît Stellantis, M. Tavares qui est un formidable patron, mais que j'admire vraiment. Mais après, il ne faut pas perdre nos racines françaises. Et je trouve que les Allemands n'ont jamais perdu leurs racines allemandes. Et que nous, vous voyez, il ne faut pas qu'on les perde. Parce qu'après, vous êtes un pion sur un échiquier mondial. Et où est-ce que je vais mettre ma future usine? Bon, non, il faut. L'affection sociétatiste français est fondamentale pour moi. La France, l'Europe. Et je crois que ces deux niveaux sont absolument fondamentaux pour créer les filières de demain. Comment reconstituer ce tissu d'entreprise familiale qui nous manque tant aujourd'hui? Toujours les mêmes recettes. De la capitalisation, pardonnez-moi, de la sous-capitalisation des entreprises que l'on peut rencontrer en France ou du manque d'ETI tels qu'on peut les voir en Allemagne ou en Italie. Oui. Je complète. Les ETI, il y en a 5 000 en France et il y en a 12 000, un peu plus de 12 000 d'ailleurs en Allemagne. Il doit en avoir 10 000 en Italie. En effet, alors je fais rire tout le monde avec l'ISF, si vous voulez, mais ça a été l'outil politique, idéologique par excellence qui a fait fuir une partie de ces gens-là. Je vous le dis parce qu'ils me l'ont dit, tout simplement, et parce qu'ils ne vont pas le crier sur les toits, ils partent et ils vendent, et puis vous les retrouvez à Genève, et ils vous le disent en tête à tête, ils ne vont pas le crier sur France Info, bien évidemment. Bon, mais c'est la vérité. Donc ça, c'est un sujet important, et la fiscalité, d'une façon générale, doit être business-friendly. Si vous faites une fiscalité politique, dogmatique, revancharde, vous êtes mort. Et donc là, vous faites fuir tous les gens qui travaillent dans la durée pour travailler sur une entreprise patrimoniale, familiale, qui a été la réussite de toutes. Moi, j'ai 5 usines en France, elles sont toutes en territoire. Château-Renaud, Vorep, Voiron, Île-d'Abo, Dole. Je vois à Maubeuge, Fourmi, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'usine. Et donc, vous avez des taux de chômage à 20 ou 30%. C'est ça la réalité qu'il faut expliquer aux gens. Pour recréer des usines, il faut les chouchouter, il faut les aimer durablement. Et pour les aimer durablement, il faut leur dire « on vous aime, mais on va vous prouver qu'on vous aime. Fiscalement, socialement, machin. Et vous êtes des héros de la nation, vous allez vous endetter vous-même à titre personnel, on va vous aider, on va vous câliner, on va vous chouchouter. Et on va vous jeter pendant 25 ans. » Et c'est ça, je suis désolé, voilà, si on vous dit toute la journée qu'on ne vous aime pas, au bout de 6 mois, vous partez, hein, vous allez vous mettre ailleurs. Hein. Donc je crois qu'il faut que les politiques de gauche et de droite comprennent que pour apporter du bien-être et faire des progrès sur la planète, il faut des entreprises et territoriales parce qu'elles doivent se mettre en territoire. Et encore une fois, toutes les opportunités sont là. Donc si vous faites attention fiscalement et socialement sur ces lois fiscales et ces lois sociales,
vous gagnez la partie durablement. Mais il ne faut pas qu'il y ait des alternances sauvages. Oui, monsieur. Oui. Allô? Oui, c'est bon. Oui, Oui, je voulais simplement vous demander, vous partez systématiquement d'un besoin à chaque fois financier. Il faut défiscaliser les entreprises, il faut alléger leurs charges. Donc un des éléments qui me semble primordial et qui devrait être le premier pour alléger tout ça, c'est réduire le nombre des fonctionnaires. Alors je sais qu'à 2 ou 3 reprises, aux élections présidentielles, c'est un élément qui a été mis très en avant, avec des 500 000, des 300 000, enfin des chiffres considérables. Rien n'a été fait dans ce sens, ou pratiquement, puisque chaque année, on voit qu'il y a plus de fonctionnaires que l'année précédente. Chaque année, les statistiques le montrent, on augmente. Alors, je crois que tous les discours qu'on tient ne tiennent vraiment pas, puisqu'on est incapable réellement de baisser les charges des entreprises. Il faudrait commencer par avoir moins de charges au niveau de l'État. Cher monsieur, merci d'autres questions. Je n'osais pas le dire, mais vous l'avez dit. Donc, nous avons beaucoup trop de fonctionnaires en France. Quand vous avez 6 millions de fonctionnaires en France, je vois qu'il y en a 4,5 millions en Allemagne, pour une population qui est 20% plus élevée que la nôtre. Donc, il y a un vrai sujet. Les Suédois ont arrêté le statut de fonctionnaire à vie. Ce sont des contractuels. Social-démocratie, hein. C'est pas les libéraux de folie, hein. C'est des sociaux, hein. Ils ont juste compris qu'en effet, c'est ce que disait Xavier Fontanet, c'est que les entreprises sont des chevaux et vous avez le jockey qui est obèse. Donc on est tous voûtés avec le poids d'une fonction publique qui dépense. Nous, on crée. Mais c'est ce qu'il faut expliquer aux Français, si vous voulez. Ça paraît bête, c'est du bon sens total, c'est du pragmatisme qui est partagé par tous les pays qui réussissent au monde et qu'on n'a pas complètement compris en France. Donc il faut faire du lean management si vous voulez le faire à la méthode douce. Si vous voulez le faire à la méthode dure, après c'est Thatcher, hein, ou c'est des choses un peu plus violentes. Vous avez peut-être un juste milieu pour essayer de faire en sorte, mais vous avez parfaitement raison. Alors moi j'ai un chiffre à vous donner. Sous la droite, hein, de Jacques Chirac et je crois que Sarkozy, entre 2002 et 2012, il a été créé 700 000 fonctionnaires dans les territoires. Vous avez 5 niveaux, hein. Vous avez la commune, la communauté de communes, on a inventé l'agglo. Bon, vous avez je ne sais plus quoi d'autre encore. Vous avez le département, la région. Il y en a 7 ou 6. Et il y a eu 700 000 fonctionnaires d'inventer, de rajouter. Et j'avais fait le calcul, si vous voulez, en multiplié par un salaire annuel sur toute une vie, on atteignait le PIB de la France. Donc voilà la déraison, si vous voulez. Et c'est là où j'en veux aussi un peu, excusez-moi, à tous la politique de droite et gauche, parce que ça, ce ne serait pas arrivé, si vous voulez, dans des pays raisonnables. On a été déraisonnable, on n'a pas été pragmatique, on n'a pas compris comment fonctionnait le monde. Grâce à l'innovation et aux entreprises, aux chercheurs, à nos salariés, ça marche, ça fonctionne. Et là, rien n'est fait sur ce sujet. Donc je suis assez inquiet sur ce sujet-là. Ce deuxième sujet, après la simplification, ce sujet-là n'est pas traité. Oui, bonjour Monsieur Cataz. Alors j'ai une question qui concerne l'environnement. Donc vous en avez parlé. Juste, je voudrais rappeler. Qui concerne quoi? J'ai pas l'environnement, le climat. Le climat. Oui. Donc l'industrie au niveau mondial, c'est environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et j'ai du mal à voir comment on résout l'équation. Donc réindustrialiser en soi, c'est une très bonne chose parce qu'on a vu avec le Covid toutes nos dépendances stratégiques. Mais j'ai du mal à voir comment on réindustrialise à fond, on augmente la production, on ne met pas de contraintes environnementales sur les entreprises parce que ça ajoute de la complexité. Et malgré tout ça, on arrive à respecter nos engagements climatiques. Et en fait, je trouve que ça pose la question plutôt de nos besoins. Donc, est-ce qu'on a besoin de tout réindustrialiser absolument à fond? Ou est-ce qu'au contraire, on se pose la question des besoins? Qu'est-ce qu'on a besoin de consommer? Parce que, mine de rien, le progrès technique, alors donc ça c'est un autre débat, mais je pense que ce sera inévitable d'avoir une baisse de consommation pour respecter les engagements climatiques. Donc qu'est-ce qu'on veut réindustrialiser? Et plutôt que de faire des réductions d'impôts et de s'attaquer au droit du travail dans tous les sens, pourquoi on ne privilégie pas les entreprises vertueuses pour atteindre nos engagements climatiques dans ce sens-là, plutôt qu'aller à fond les ballons et sans engager une vraie réflexion en fait à ce niveau-là. Merci. Excusez-moi, j'ai vraiment le son, excusez-moi, et j'ai presque pas compris la question, mais je vais essayer de vous dire ce que j'ai compris.
c'est est-ce qu'il ne faudrait pas encourager les entreprises à faire... non, j'ai vraiment pas compris ce qu'il voit. Si vous m'entendez mieux comme ça, je peux... Vous m'entendez mieux Non. comme ça Non. Encourager les entreprises vertueuses plutôt que de repartir dans une industrialisation globale et tous azimuts, si j'ose dire. Oui, bien sûr. Sur les besoins. En relation avec les besoins. Oui, non, mais bien sûr, si vous voulez. Je pense que de toute façon, on y va tous. On y va tous parce que d'abord, nos salariés nous le demandent, parce que nos jeunes salariés nous le demandent, parce qu'il y a un vrai sujet à traiter. Et que je pense que c'est un atout concurrentiel d'être vert, vertueux et en plus c'est très intéressant pour les entreprises parce que consommer moins d'électricité, de chauffage, de gaz, d'eau, etc. c'est très intéressant. Donc je vois que de la vertu personnellement sur des besoins qui sont réels et de plus en plus forts. Changer le fuel, le gaz par des choses vertueuses, je pense que c'est très intéressant. Donc je pense que naturellement, les sociétés vont y aller parce que c'est un marché et parce que dans nos contrats avec certains clients, moi je travaille beaucoup avec Nokia et Ericsson, qui sont des Scandinaves, ça fait 10 ans que dans les contrats, ils vous imposent des clauses sur l'environnement. Et si vous ne les respectez pas, vous n'êtes pas fournisseur. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a une chaîne vertueuse qui s'est mise en place et qui va continuer de se mettre en place et qui me paraît très intéressant parce que ce sont les besoins des jeunes, les besoins de nos concitoyens, les besoins de... c'est très important et c'est le marché qui va dicter ça. Après, ce que je redoute, c'est encore une fois les contraintes. Pourquoi ? Parce que si vous contraignez les boîtes européennes à faire ça uniquement, les Chinois, les Indiens, les Russes, les Américains, ils n'auront pas les mêmes contraintes que vous. Et donc, on va se retrouver encore à pénaliser sur le plan de la compétitivité. Donc, il faut faire attention à ce que soit ces normes s'appliquent au monde entier, ce qui va être compliqué. Alors, il y a le mécanisme d'ajustement aux frontières qui est une première solution. Mais moi, je crois beaucoup à la vertu, à la responsabilité, à l'objectif. Il faut garder ces objectifs, très importants, très intéressants, à récompenser ceux qui vont plus vite que les autres. Il faut récompenser. Et je serai moins dans un mode contrôle, contrainte, contrôle, sanction, que nous connaissons bien en France. Contrainte, contrôle, sanction. Des motivations. Il faut être dans l'incitation, la motivation, l'exemplarité, la félicitation. C'est comme pour nos salariés. Quand vous êtes tout le temps en contrainte, contrôle, sanction sur vos salariés, ils se barrent tous et c'est normal. On n'est pas là, on n'est pas des flics. Bon, pour une entreprise gérée par le pays ou par l'Europe, ça doit être pareil. Et alors, pour poursuivre sur le même sujet, est-ce que vous êtes satisfait du rythme du rythme de création des entreprises justement dans les secteurs qui luttent contre le réchauffement climatique ? Écoutez, moi, je trouve qu'on en parle énormément. Il y a beaucoup de choses qu'on voit aussi à la télévision aux 20h le soir. Il y a souvent des start-up que vous voyez comme moi. Donc je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation extrême au sujet, notamment en Europe. Je ne crois pas qu'elle soit aussi forte dans d'autres pays, comme les États-Unis. En Chine, plus ou moins, parce qu'ils ont des ciels extrêmement gris, pollués à Shanghai et à Pékin. Donc ils ont une sensibilisation par le fait que c'est très pollué. Donc moi, je crois qu'il y a une sensibilisation réelle qui est en cours, qui est en marche, et qui est une sorte d'écologie responsable et libérale et entrepreneuriale. Ce qui me fait très plaisir par rapport à une écologie destructrice et de décroissance qui m'interpelle toujours, parce que je ne sais pas comment vivre dans ce monde-là. Et surtout, comment on donne du travail aux gens dans ce monde-là. Parce que le problème, c'est le travail. Après, donc, travailler pour rendre la planète plus belle, pour moins polluer, oui, travailler pour polluer, non. Donc vous n'avez pas été impressionné par les élèves de l'école d'agronomie de Paris qui poussent pour la décroissance ? Je ne sais pas, il faudrait qu'ils m'expliquent comment on gère la décroissance, notamment vis-à-vis du peuple et de nos salariés. Je ne sais pas comment on peut imaginer la décroissance. Je comprends la frugalité, je comprends les économies, je comprends toutes les actions anti-pollution, je comprends tout ça, le recyclage des déchets, de l'eau, tout ça c'est formidable, il faut y aller à fond. Je ne comprends pas la décroissance et je ne sais pas comment faire, d'autant plus que, comme je vous le disais, c'est comme les recherches médicales. Sur le cancer, par exemple, un médecin m'expliquait que plus ils avançaient dans le temps, plus ils ouvraient des portes d'opportunités, de possibilités.
Je crois que la croissance, c'est exactement la même chose dans le sens inverse. Je crois que j'en parle dans ce petit bouquin. On ouvre des portes sur le monde de demain, sur la mer, sur l'économie de la mer, des sous-sols de la mer, de l'espace, etc. Il y a plein de thèmes, à la fois industriels et de services, qui sont aujourd'hui en cours. Le digital va en plus donner un effet turbo et tout ça. Et le gros sujet de l'environnement, du climat de la planète est un énorme sujet. Et vous allez le traiter par l'innovation, la recherche des entreprises. Vous n'allez pas le traiter par la schlag et la politique de décroissance. Parce que c'est de la croissance. Donc je comprends vraiment pas la décroissance. J'essaye, hein, je fais beaucoup d'efforts, hein, mais j'y arrive pas. Bonsoir monsieur Gattaz. Bonsoir monsieur. J'aurais en fait deux questions, très courtes, rassurez-vous. La France a beaucoup d'entreprises, mais elle a beaucoup de petites et moyennes entreprises, voire des entreprises artisanales. Quand on compare le tissu des entreprises en France par rapport à l'Allemagne et même l'Italie, on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins d'entreprises qu'on appelle les entreprises intermédiaires, les ETI. 2 à 3 fois moins qu'en Allemagne, beaucoup moins qu'en Italie. Alors comment vous expliquez ce phénomène ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'appétit des entrepreneurs pour grossir en France et donc à prendre des risques ? L'industrie nécessite quand même des effets de taille, notamment pour introduire la robotisation et l'intelligence artificielle. Et les Français semblent quand même un petit peu en décalage par rapport à ses voisins européens, et notamment les Européens du Nord. Alors ça, c'est ma première question. J'ai une deuxième question qui concerne en fait la responsabilité sociale des entrepreneurs. La loi Pacte a essayé de booster la participation dans les entreprises. On constate au jour d'aujourd'hui que très peu d'accords d'entreprise sont encore signés sur ce sujet. C'est un vieux sujet puisqu'il remonte au général de Gaulle. Pourquoi ce peu d'appétit dans ce domaine aussi des entrepreneurs ? Merci. Je crois que j'ai déjà répondu à la première question, mais je vais vous refaire une réponse. Alors moi, je vais la compléter. Parce que je vais vous poser la question de la difficulté de financement de ces entreprises, de ces PME, de ces artisans, et justement de difficultés qui empêchent leur croissance ou qui pénalisent leur croissance. Oui, je pense que ça va changer aussi, parce qu'il y a eu des mécanismes comme la BPI qui interviennent maintenant depuis une dizaine d'années, qui sont très vertueux. La BEI aussi. Je crois que ce problème de capitaux propres et de financement des PME, TPE est en train de se régler progressivement, même si c'est pas parfait. Après, vous avez cet éternel problème dont j'ai parlé. La fiscalité française étant extrêmement lourde pour toutes les raisons qu'on a citées, fait que les marges des entreprises françaises ont été très très basses par rapport à tous nos concurrents. Quand vous avez des marges basses, vous embauchez moins, vous investissez moins, vous êtes plutôt en survie, vous grandissez pas. Et vous voulez pas vous emmerder à grandir. Donc ça, c'est le premier point qui explique que les entreprises françaises, pendant très longtemps, dans cet environnement dur, sont restées petites. Après, vous parlez des ETI que je connais très bien, puisque Radial en est une. J'ai expliqué tout à l'heure que oui, si vous êtes dans un environnement qui n'est pas favorable, notamment fiscalement, vous grandissez pas et vous partez, vous finissez par vendre. J'ai cité mes 20 concurrents de Radial, Sourio, Deutsch, Connectral, Compagnie Deutsch, Cinch, FRB, RLB, toutes des boîtes créées après la guerre par des ingénieurs formidables qui sont plus là, qui ont été vendus. Et puis voilà, et je n'ai plus un seul concurrent en France. Je suis le dernier des Mohicans. Or, il y a 30 Radial en Allemagne. Je vous ai expliqué que la fiscalité politique est terrible. Bon, plus... je dirais, la partie loi du travail, très compliquée en France. Je vais vous donner une anecdote. Manuel Valls, avec lequel je finissais par bien m'entendre, m'emmène à Davos. Il me dit, Monsieur Gattaz, je ne parle pas l'anglais, vous allez servir de traducteur. J'ai invité 15 grands patrons du monde entier. Il y avait le patron de Google, Eric Schmidt, il y avait Manpower, il y avait IBM, il y avait Tata, le groupe indien, il y avait UAB, ZTE, bon, ils étaient 15. La question était la suivante, qu'est-ce que vous pensez de la France ? C'était en 2016. Les gars étaient dithyrambiques sur la France. Les vos ingénieurs, super, le climat, génial, l'administration, ça marche quand même, etc. Bon. But your labor law. Mais votre code du travail. Quand vous dites ça brutalement sur France Info, vous faites lyncher pendant 2 mois.
votre code du travail est une complexité inouïe. C'est ça qu'il disait. Bon. Et puis ensuite, Google rajoutant, votre fiscalité aussi, vous pourriez la revoir parce que vos startups, elles se créent en France, mais moi, je les achète à Londres ou à Los Angeles 2-3 ans après. Donc, il faudrait aussi faire en sorte que vous gardiez vos startups. Donc, on revient toujours aux deux mêmes problèmes, si vous voulez, le social et le fiscal. Le social, d'une complexité inouïe, et le fiscal, très lourde par les 6 millions de fonctionnaires qu'on a. Et donc, on est sur un modèle, certains disaient, un modèle communiste qui a réussi la France, en fait. Bon, j'exagère un peu, mais... donc, il faut régler ça. Et comme je m'entendais bien avec Manuel Valls, j'ai dit comme conclusion, thanks to Mr. President, Prime Minister Valls, he is going to make the reforms du Code du travail avec Mme El Khomri, etc. Donc, il était très content. Et il me dit à la fin, Manuel Valls, on va la faire cette réforme dans les yeux. Pierre, on va la faire cette réforme. C'est comme ça qu'a été la jeunesse de la loi El Khomri. Et c'est pour vous dire, si vous voulez, que si on arrête de nous emmerder en France, si on arrête de nous emmerder, vous allez avoir un champion du monde, toute catégorie. Mais il faut arrêter de nous emmerder. Je suis un peu grossier, hein, mais c'est ça la vie, hein, c'est arrêter. Vous voyez, pas vous, hein, mais ceux qui veulent prendre le pouvoir ou qui le prennent et qui ont des idées vraiment extraordinaires pour tous nous faire partir. Ouais. Bonsoir, Monsieur Gattaz. Je suis là, ouais. Je suis là. Bon, bonsoir, Monsieur Gattaz. Merci pour votre intervention. Alors moi, j'avais une question, donc je me demande si c'est pas, vous l'avez évoqué, bien sûr, je me demande si c'est pas le modèle éducatif français qui est excellent, bien sûr, qui est une des causes de nos soucis, pardon, parce qu'il est quand même assez élitiste, hein, à savoir qu'il privilégie, à mon sens, 20% de petits Français, de jeunes Français, et par contre, il y a 80% qui sont quand même à côté, quoi. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure. Par exemple, en Allemagne, on privilégie, par exemple, l'apprentissage. Bon, donc, alors qu'en France, je pense que il y a très peu de jeunes quand même qui vont vers l'apprentissage. Et ça, je pense que c'est un point important pour permettre. Pardon ? Ça a peut-être changé, ouais. C'est quand même un point important quand même pour permettre aux gens de se familiariser avec l'entreprise, parce que c'est quand même un point assez important, à mon sens. Je pense que c'est un des points importants du problème, à mon sens. Donc la question, si j'ai bien compris, excusez-moi, le son n'est pas bon, c'est sur l'apprentissage, c'est ça ? Oui. Alors, bonne nouvelle, si entre les lois El Khomri et les lois Pénicaud françaises, l'apprentissage est passé de 300 000 apprentis à 600 000 l'année dernière, malgré le Covid. Il y a eu une petite période avec le Covid. Donc on a augmenté le nombre d'apprentis. Et là, c'est lié en effet aux bonus, aux primes qui ont été mis en œuvre, tout à fait intéressante et que j'ai utilisée moi-même pour réamorcer une pompe qui devrait être vertueuse en espérant que les entreprises vont le faire naturellement parce qu'ils voient beaucoup d'effets. C'est là où il faut de la croissance pour embaucher des apprentis, pour former, pour éduquer. Et je crois que c'est le meilleur moyen pour réduire le chômage des jeunes. L'apprentissage, c'est l'exemple suisse dont j'ai parlé, c'est la solidité de l'Allemagne, c'est la solidité de l'Autriche. Et ils n'ont pas des voies toutes faites dont on parle, il faut aller tout le monde au bac. Non, il ne faut pas aller tout le monde au bac. L'apprentissage, c'est des emplois merveilleux. Ce sont des métiers que les gamins apprennent. Et je soutiens beaucoup les Olympiades des métiers qui s'appellent World Skills, qui est une sorte d'Olympiade de l'apprentissage. Il y a 50 métiers au total, une cinquantaine de pays qui participent. Tous les 4 ans, ils font des Olympiades, des Jeux olympiques des métiers une fois par an. Global et alterné avec l'Europe. Et vous voyez des jeunes pâtissiers, plombiers, couvreurs, maçons, avec une pêche d'enfer, un enthousiasme incroyable, communicants. Et ces gens-là, ils pourront être artisans, ils pourront être patrons d'une petite TPE, ils pourront être patrons d'une PME, ils pourront être patrons d'une grande... Et c'est ça, et c'est ce qui se passe en Suisse, en Allemagne, en Autriche, ce qui ne se passe pas en France. Donc, vive l'apprentissage, il faut continuer, il faut monter à 1 million. Il ne faut pas rester à 600 000, il faut monter à 1 million, 1,2 million. Les Allemands sont à 1,2 million. C'est la force de l'Allemagne. Et au fur et à mesure qu'on va réindustrialiser, on aura besoin de ça, de ces gens-là. Et ce sont des formidables métiers et de gens qui apprennent les valeurs de l'entreprise, qui sont merveilleuses à 17 ans. Oui, bonjour. Je suis une personne convaincue de l'utilité de l'industrie, même si je n'ai pas du tout fait ma carrière professionnelle dans ce champ-là, puisque je suis plutôt issue du secteur sanitaire et social.
J'ai été très interrogée ces 2-3 fois où j'étais à des réunions d'actionnaires, on n'a vu que des têtes blanches, et je me disais, mais comment ça se fait que par rapport à cette grande aventure que représente un certain nombre ces grandes aventures industrielles, finalement, aujourd'hui, ça ne trouve pas écho dans toute une part de la société. Et donc, je me suis dit, bon, il y a un background quand même qu'il est important de prendre en compte si on veut remettre en œuvre une vraie culture industrielle en France. D'abord aussi en faisant un retour sur soi, en réalisant, bon d'abord il y a eu des erreurs politiques quand même, il faut le dire. Je pense que s'il y a eu toutes ces délocalisations, une mondialisation sauvage petit à petit, une culture anglo-saxonne qui nous a été imposée, avec des entreprises qui délocalisent pour un oui, pour un non, qui se comportent de façon prédatrice, tout ça a été désastreux pour toute une partie des personnes qui étaient impliquées dans l'industrie et a provoqué ce qu'on appelle la casse sociale, entre guillemets, qui est souvent dramatique au niveau des familles, au niveau de micro-sociétés, au niveau d'un village, d'une ville, d'une région. Vous connaissez la région du Nord, Maubeuge, moi aussi, donc vous savez de quoi je parle. Et je pense que tous ces gens-là se sont rabattus sur ce qui assurait un semblant de sécurité, le fonctionnariat, qui semblait être, compte tenu du traumatisme qu'ont subi les générations au-dessus, ressemblait à une forme de sécurité dans un monde qui était totalement bouleversé à leurs yeux. À côté de ça, on nous balance des chiffres astronomiques de patrons de multinationales qui gagnent des fortunes et qui mettent des gens pauvres sur le tapis, qui les laissent sur le tapis, renvoyés au chômage et aux allocations, à des allocations de misère, il faut bien le dire. Et donc comment restaurer tout ça, comment refaire redémarrer quelque chose quand il y a eu tellement de peurs qui ont circulé dans les sociétés, parce que toutes les votes extrêmes, c'est des peurs qui sont cristallisées dans ces mouvements-là. Je dirais aussi à la question des fameux tribunaux d'arbitrage, etc., qui peuvent mettre les États à genoux quand il s'agit de procès entre une multinationale et une loi sociale qui est votée dans le pays. On a vu en Équateur, dans d'autres pays, comment des multinationales peuvent mettre des États à genoux. Tout ça, évidemment, est très loin de ce que vous préconisez, qui est tout à fait, bien sûr, intéressant, la petite entreprise familiale, locale, qui va permettre justement de donner du sens au travail et à la culture de toute une région et d'un pays. Voilà. Attendez, pardon, parce que c'est pour qu'on ait la place pour d'autres questions. Bien sûr. Enfin, je voulais, voilà, comment sortir de ces paradoxes? Juste une partie de la réponse, si vous voulez, c'est que j'ai créé cette fondation Y Croire justement pour aider ces gens qui ont souffert, qui sont des victimes de ces grandes dévitalisations territoriales du nord de la France notamment, mais pour qu'ils recréent une entreprise. Typiquement, ce sont souvent des femmes, 40 ans, divorcées, 2-3 enfants, qui sont vraiment cassés et qu'on redresse, dont on redonne de l'estime d'eux-mêmes par le projet. Quel projet ils ont? Je voudrais être coiffeuse, je voudrais être manucure, etc. Et on va les aider avec des journées de formation, des semaines de formation gratuites à devenir coiffeuses, mais elles ne seront pas toutes entrepreneuses. Donc elles se retrouvent employables, parce que c'est ça qui nous importe. Et avec leur passion, elles peuvent retrouver un job de manucure, de masseuse, etc. Donc ça, c'est une réponse, si vous voulez, par l'entrepreneuriat. Elles créent leur propre job ou elles trouvent un poste de salarié. Et donc vous revitalisez un emploi. Deuxième chose, si vous voulez, il y a des patrons voyous. Il y a des patrons voyous, il y a des patrons qui s'en foutent, il y a des patrons qui ont délocalisé massivement. Comme dans toutes les professions, vous avez des gens pas bien. Mais c'est pas du tout la majorité. Moi, si vous voulez, sur Radial, j'ai préféré 1000 fois embaucher des gens à Voiron, à Vorep, qu'un Chinois ou qu'un Mexicain. C'est évident. C'est compliqué d'embaucher un Mexicain. Je connais pas. Le Voironnais, je le vois de temps en temps sur la place du marché. Donc vous aviez un tissu de boîtes, en effet, qui vivait bien
avec le patron à Metz, à Reims, etc., qui faisait prospérer son entreprise. Et d'un seul coup, ça a merdé. Voilà. La Suisse, ça a continué, l'Autriche, ça a continué, l'Allemagne, ça a continué. Et nous, on est parti sur de l'idéologie. Et ça a été meurtrier. Ça a été meurtrier parce qu'on ne s'en est pas complètement remis encore. Et donc ça a fait fuir des gens, ça a fait vendre des gens. Et alors, en effet, on a paupérisé la France en ne faisant pas attention aux entreprises. Il fallait garder ces entreprises. Et je peux vous assurer qu'en tant que patron d'usine territoriale, je suis extrêmement fier de les avoir. Je suis très heureux de voir ces salariés. Je suis très heureux de les voir sur la place du marché, comme tous les patrons, en me disant la mondialisation c'est bien, mais je préfère 1000 fois embaucher des gens en France qu'aller m'emmerder en embaucher en Chine ou au Mexique avec des environnements que je ne connais pas qui vont me piquer le truc. Donc si vous faites l'environnement favorable français qui fait que ces gens-là qui ont eu le courage de se lancer, de créer quelque chose, de le chouchouter, de l'écouter et de le faire durer, ça marche. Et je pense que c'est ça le problème fondamental de la France. Je ne voudrais pas reciter François Mitterrand en 81, mais si vous voulez, ça a été le début du problème. Pourquoi ? Parce que il a mis l'ISF. Souvenez-vous, à l'époque, des communistes au gouvernement ont fait fuir la plupart des boîtes américaines qui ont vendu leurs filiales à un groupe que je connais très bien, c'était des copains, Blanchet et Moretti, Dinaction, qui ont acheté à vil prix toutes ces filiales américaines. On ne se rend pas compte du dégât qu'on fait. Et ça a été le début de l'engrenage. Alors après, au bout de 2 ans, ils ont changé de politique, etc. Mais le mal était fait, si vous voulez. Donc il y a vraiment un problème culturel de faire aimer l'entreprise, l'économie, l'innovation, l'usine qui est en cours actuellement. Donc moi, je suis très optimiste sur la France. Il faut continuer, il faut se battre, parce que ce n'est pas encore complètement acquis. Et je pense que les jeunes qui rêvaient d'être fonctionnaires il y a 20 ou 30 ans, tous, ou 60% d'entre eux, maintenant rêvent d'être entrepreneurs. Enfin, il y a 5 ans. Je ne sais pas s'ils rêvent encore d'être entrepreneurs aujourd'hui, mais il y a eu une évolution des esprits. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en France, comme je l'ai vu en Angleterre, puisque j'ai passé de nombreuses années à diriger une entreprise en Angleterre, est-ce qu'il ne faudrait pas revaloriser les postes de techniciens supérieurs ? Je vous dis ça parce qu'en Angleterre, on était dans une société qui fabriquait des simulateurs et on faisait faire par des techniciens supérieurs le métier que faisaient des ingénieurs en France, avec évidemment un différentiel de coût considérable qui était de l'ordre de 25%, ce qui nous permettait d'ailleurs de gagner des marchés à l'export. Est-ce que ce modèle-là ne permettrait pas de créer une sorte d'appel d'air qui ferait qu'à partir des années justement d'apprentissage, on puisse monter dans la hiérarchie et atteindre des postes intéressants, puisque c'était une société d'engineering? Si, absolument. Il nous manque beaucoup de BTS, techniciens supérieurs, dans toute l'industrie française, qui peuvent être alimentés en effet par le flux d'apprentis. Parce qu'un apprenti ne va pas forcément rester au niveau apprenti, il va vouloir progresser vers le BTS ou vers l'ingénieur. Plus on formera d'apprentis et d'alternants en France, et mieux on se portera. Et ça alimentera ce niveau BTS, et ils s'arrêteront soit au niveau BTS, soit au niveau ingénieur. Aujourd'hui, les BTS veulent souvent aller jusqu'au niveau d'ingénieur, oui, ce qui est très bien pour eux. Mais les postes, souvent, ne sont pas disponibles parce qu'ils sont pris par des ingénieurs de grandes écoles. Exactement. Donc là, il faut réalimenter la pompe par en dessous, et je suis complètement d'accord que les 3 étages sont extrêmement importants, y compris le 4e des chercheurs d'ailleurs. Parce pour le moment, on pense beaucoup aux apprentis, mais il faut penser à cet aspect. Plus vous en aurez, plus dans les centaines de milliers, ils continueront en fait. Certains continuera, donc c'est très très bien d'alimenter la base. Alors bonjour Monsieur Guettaz. Je me permets de vous dire à quel point je suis très honoré. Vous faites partie, franchement, des personnalités du monde industriel et patronal que j'admire le plus en France. C'est très gentil à vous, merci beaucoup. Donc, je le dis sincèrement. Alors moi, je suis président d'une association que j'ai créée récemment pour appuyer des programmes de développement en Afrique, donc pour encourager l'entrepreneuriat. Et ce modèle français, moi qui vis en France depuis plus de 22 ans, est un modèle que je cherche à exporter
dans plusieurs pays africains. J'ai rencontré récemment beaucoup de dirigeants et je cherche à me lancer dans un modèle extrêmement intéressant, dans une politique pour valoriser l'entrepreneuriat en Afrique. Alors j'avais initialement 2 questions, mais vu le temps, je pense que je vais m'en poser qu'une seule. Alors ma question est très simple. Que pensez-vous de la percée des monnaies virtuelles dans le développement industriel? Donc je souhaiterais avoir votre avis. On parle aujourd'hui de la crypto-monnaie. Est-ce que vous pensez que ce modèle de monnaie virtuelle peut appuyer un peu les échanges industriels aujourd'hui? Voilà ma question. Aïe, aïe, aïe. Bon, merci de votre question, de vos propos. Figurez-vous que c'est très bien ce que vous faites sur l'Afrique, parce que je pense que c'est un continent sur lequel la France et l'Europe devraient travailler beaucoup plus. Donc j'ai été 7 fois en Afrique avec le MEDEF, j'ai fait 7 délégations pour justement pousser aux relations franco-africaines et faire en sorte que les pays africains se développent plus sur de la valeur ajoutée, montent en puissance et créent de l'emploi localement. Donc ça, c'est un de mes dadas sur le sujet, et je crois que la France et l'Europe doivent continuer d'avoir un vrai rôle à jouer, parce que 40% des Africains parlent le français, même fuseau horaire, une histoire commune, donc tout ça, c'est que du bonheur. Pour répondre à votre question sur les crypto-monnaies, j'y connais rien, mais donc je risque de vous décevoir sur ma réponse. Ceci étant dit, c'est lié un peu au métaverse. Le métaverse, c'est ce qu'a inventé Zuckerberg de Facebook, et moi j'y crois un peu. Ils sont en train de nous inventer un monde digital qui vient des jeux vidéo, qui a pour origine le film comme Avatar. Vous aurez des avatars de vous-même, de moi-même, etc. Certaines sociétés commencent à vendre des produits. Je sais qu'il y a, je ne sais pas si c'est Deutz, le champagne, qui ont commencé à vendre du champagne. Alors, je ne sais pas s'il est virtuel ou produit dans le métaverse. En tout cas, moi, ça m'interpelle beaucoup. Je pense que les jeunes générations sont assez friandes de tout ça. Ils vont inventer un monde digital où il y aura du business, où on pourra acheter peut-être des maisons, etc. Et je crois que dans ce monde, il y aura des crypto-monnaies qu'on a inventées avant tout le reste. Donc pourquoi pas? Alors je suis pas sûr que j'investirais dedans pour l'instant, hein, parce que à qui on achète, bon. Et il paraît qu'il y a des bouts de Manhattan qui se vendent actuellement dans ce métaverse, vous voyez. Donc, bon, voilà, je regarde ça avec curiosité pour l'instant, mais je me dis, tiens, pourquoi pas. Et les crypto-monnaies vont dans cet univers digital. Nathalie. Bonjour, Monsieur Gattaz. Je vais peut-être vous poser une question un peu provocante. Vous avez dit il faut qu'on fiche la paix au patron. Moi j'avais une question parce que il se trouve que dans mon métier, je suis consultante en ressources humaines. Il m'arrive d'intervenir dans des entreprises qui font partie du secteur de l'industrie. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes en souffrance, des managers en souffrance plutôt psychologique, mais il y a aussi la souffrance physique de certains des employés. Du coup, moi, je m'interroge, je me dis, mais ils sont passionnés par leur métier, ils sont passionnés par l'entreprise, ils sont fiers de travailler dans cette entreprise, mais aujourd'hui, ils souffrent. Donc, du coup, je me dis, mais comment on va pouvoir les garder? Comment on va pouvoir garder leur motivation alors même qu'aujourd'hui, ils souffrent, ils ne sont pas sûrs de rester. Du coup, voilà, j'ai cette question-là, et en même temps, on va dans une société qui va travailler de plus en plus. Enfin, vous êtes porteur de cette idée de travailler jusqu'à 65 ans. À partir du moment où les gens sont en souffrance physique ou psychologique, comment voulez-vous qu'ils arrivent à travailler aussi longtemps? Donc, du coup, ma question, c'est qu'est-ce que font les entreprises dans le secteur de l'industrie pour prévenir la santé de leurs collaborateurs pour l'avenir, justement? Excellente question, merci beaucoup de l'avoir posée. Moi, je ne peux pas concevoir une entreprise qui dure en faisant souffrir ses salariés. Ça, c'est le premier point, c'est pas possible. Ça ne peut pas durer longtemps. On n'est pas là pour ça. Donc, c'est pas normal. Quand ça se passe, c'est pas normal. Alors, parfois, c'est des environnements de crise, comme on le vit actuellement. Sortie de Covid, l'Ukraine, l'inflation, les marges qui se réduisent, les situations de crise
sont des situations malheureusement qu'il faut survivre, qu'il faut surmonter, mais qui existent, mais qui ne sont pas les situations normales. À Radial, j'en ai connu 4. En 92, ça a duré 1 an. En 2001, 2002, 2003, ça a duré 3 ans, très très dur. 2007, 1 an. 2020, le Covid, 18 mois, 2 ans. Et en fait, il faut tout faire pour que nos salariés soient heureux. Moi, dans mes valeurs, si vous voulez, j'avais un triptyque de valeurs qui étaient l'épanouissement des hommes, la satisfaction des clients, la prospérité de l'entreprise. Et je n'imaginais pas que mes hommes ne soient pas épanouis, motivés. Donc, donc en fait, on a fait des travaux, on n'est pas parfait. Il y a eu des moments difficiles, on a eu des grosses grèves, mais à chaque grève, on essaie de comprendre pourquoi il y avait un malaise. Et on faisait des actions correctives. Il y a eu une grève qui a été provoquée par un management intermédiaire très faible. On faisait la promotion du meilleur ingénieur comme manager, du meilleur vendeur comme manager, du meilleur ouvrier comme manager. C'est une catastrophe. Il n'était pas manager. Il était le meilleur ingénieur, mais pas le meilleur manager. Donc on a fait toute une formation, on a fait... Bon. Donc tout ça pour vous dire, si vous voulez, qu'on cherche dans les entreprises qui veulent durer dans le temps, et la plupart veulent durer dans le temps, le fait que vous ménagez votre monture. Alors après, vous avez des crises comme le Covid, l'Ukraine, qui vous arrivent par-dessus la tête et qu'il faut gérer. Et puis, quand ça marche, entre 2 crises, il faut donner de l'intéressement, du bonus. Moi, j'ai distribué jusqu'à 3-4 mois d'intéressement, de bonus, de participation pour récompenser les équipes. Et je crois beaucoup à ça. Il faut savoir récompenser, il faut écouter. Le lean management, la qualité totale, fait partie de ces outils. Et c'est vrai qu'une boîte est beaucoup plus facile à gérer en croissance qu'en crise, et encore pire qu'en décroissance. En croissance, vous avez les moyens. Et vous avez les moyens de chouchouter vos salariés, vous avez les moyens de chouchouter vos fournisseurs. Et quand vous les traitez bien, ils vous accompagnent. Et dans les tempêtes, ils sont là, autour de vous, pour protéger le bateau et protéger éventuellement l'équipage et le capitaine. Donc moi, je crois fondamentalement à ça. Après, une entreprise, ça marche dans un environnement donc, que je vous ai décrit business friendly, on va dire ça en anglais. Et je pense que c'est essentiel parce que je vous expliquais le cas d'Alcatel et de tas d'entreprises françaises que j'ai vues par cette fiscalité très lourde, déserter la France, avoir des marges plus faibles que les concurrents, et comme Alcatel, se retrouver à serrer le kiki, à faire des plans sociaux sur les plans sociaux, à créer des burn-out et à étrangler ses fournisseurs. Donc une boîte, ça doit gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Eric, d'abord, c'est moi. Oui. Je voulais juste dire une chose, c'est que quand on prend l'histoire des grandes entreprises industrielles françaises qui ont disparu, on est obligé de constater qu'il n'y a pas que des facteurs exogènes qui les ont entraînés vers leur perte, mais leur propre management. Et je pense que les langues commencent à se délier et on s'aperçoit que ces erreurs étaient pour beaucoup de la responsabilité du management lui-même. Hein. Donc voilà, on a parlé beaucoup de la qualité des équipes, mais il faut aussi parler de la qualité des managers. Alors moi j'ai une dernière question. L'industrie, ça va, allez, je vais être caricatural, de la chaudronnerie à l'industrie pharmaceutique, la biotech de pointe. C'est une palette très large. Quelle est l'industrie du XXIe siècle? Quelle industrie doit-on créer? Et question, si vous étiez un jeune entrepreneur aujourd'hui, sans partir d'une entreprise familiale, quelle entreprise créeriez-vous? Quelle entreprise industrielle vous créeriez? Eh ben écoutez, j'en ai fait une il y a 5 ans, en 2017, en achetant un domaine vinicole où il y avait tout à faire, puisqu'il n'y avait que des grappes, il n'y avait que des vignes, il n'y avait plus de chais, plus rien. Donc on a recréé du vin, ça s'appelle le Château de Sannes, SA2NES. On ne peut pas faire que du vin en rosé, France. rouge et blanc, et on a créé 9, il y avait un seul vigneron qui existait, moitié de régisseur, et on a réinventé, voilà. Donc je suis parti dans le vin. Pourquoi le vin? Parce que territorial, français, filière d'excellence française, exportatrice, un produit merveilleux, de bonheur, un produit de convivialité, un produit français jusqu'au bout des ongles. Et on a des métiers
formidable de la terre. Et donc on met l'honneur et on est enraciné dans le Luberon, qui est un territoire français. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je suis parti dans le vin. Oui, mais l'industrie, on ne peut pas faire du vin partout. Quelle entreprise industrielle, quelle est l'entreprise industrielle de demain pour un jeune entrepreneur aujourd'hui? Alors, moi, je crois beaucoup au climat. Si vous voulez, je crois qu'il y a plein de choses à inventer autour du climat, autour de services, autour d'industrie, autour de nouveaux matériaux, autour de nouveaux procédés, autour de nouveaux types de recyclage. Et je suis vraiment ravi de voir qu'il y a beaucoup de start-up et beaucoup d'imagination en France, de créativité. À Vivatech, je crois qu'il y avait beaucoup d'entreprises françaises notamment qui avaient plein d'idées sur ce sujet-là. Donc je pense que ça, c'est un sujet qui est vraiment très porteur et très intéressant pour boucler la boucle. Après, vous avez... l'industrie est partout, si vous voulez. C'est la conquête spatiale, c'est la mer, c'est le logement, c'est tout répondre aux besoins de base de l'humain. C'est la vieillesse, c'est l'aide à la vieillesse. Alors, j'aime pas trop les robots personnellement. Je trouve qu'on est parti trop dans des robots et des automates, en France aussi d'ailleurs, et on a remplacé tout notre personnel qui distribuait merveilleusement bien des tas de choses et par des robots ingrats et anonymes. Et je pense que là, on a aussi perdu beaucoup d'emplois en ne comprenant pas que le service est aussi un point important. Les Japonais sont férus de métiers de service qui sont tout à fait épanouissants et rentables pour la communauté et pour la personne. Vous nous avez redonné un peu de morale, Pierre. Merci. Merci. Je pense qu'on va applaudir Pierre Gattaz. Je voudrais compléter une réponse, si vous me le permettez, à la dame qui m'a parlé de pénibilité et de... j'ai été contre la pénibilité à l'époque où on nous l'a servi pour des raisons de complexité de nouveau, où il fallait mesurer la taille, le torse, l'angle du torse tourné, est-ce que le coude est à 20 degrés ou à 25 degrés, pendant combien de temps. Donc c'était une usine à gaz épouvantable qui aurait conféré encore des centaines ou des milliers de pages au Code du travail, alors que je suis un inconditionnel de faire en sorte qu'on améliore le travail de nos salariés. Et je reviens, c'est là toute l'ambiguïté française, c'est qu'on est d'accord sur l'objectif, il faut que les gens ne tombent pas en burn-out, il faut qu'ils soient heureux à leur travail, il faut les motiver, mais le problème c'est que nous sommes en France et qu'on nous met des tas de pages, de centaines de contraintes pour faire ça, qui sont démotivantes, alors que dans beaucoup d'autres pays, eh bien, on a l'objectif, on doit le remplir ensemble. Et démerdez-vous pour le faire. Donc je pense que c'est pour compléter un peu la réponse sur est-ce qu'on est des horribles patrons tortionnaires toute la journée et on veut souffrir nos salariés? Non. Mais la France met des lois dans tous les sens, des contraintes dans tous les sens, qui sont totalement contre-productives, alors qu'il faudrait se mettre d'accord sur des objectifs et des contrôles de ces objectifs, tout à fait d'accord, et on avancerait. Excusez-moi, c'était le dernier point final. Merci. Les livres de Pierre Gattaz sont en vente à la sortie et il va se faire un plaisir de les dédicacer pour vous. Merci. Merci beaucoup. On est parfait. Voilà. Nickel chrome. Oui, mais on est... J'ai pas trop parlé. Ça a été.